Luc. Oui. Les gens s'apprêtent à regarder un épisode magnifique avec Evelyne Ferron. Vrai ou faux? Vrai! Est-ce que je suis bon pour répondre à tes questions, Yannick? Ouais, écoute, des fois, je t'envoie des balles molles, mais à chaque fois, tu frappes un coup de circuit. Oui. Mais avant tout ça, j'aimerais dire que 3 bières, c'est possible de faire 3 bières grâce à des auditeurs comme vous. Et il y a des auditeurs comme vous qui nous encouragent sur Patreon et on aimerait ça les saluer. Et j'ai nommé Patrice Lambert, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On vous remercie de nous encourager sur Patreon. Et quand vous nous encouragez sur Patreon, vous avez accès à toutes les shows qu'on fait à chaque semaine. Même si vous venez juste de vous inscrire, vous avez accès à toutes les shows qu'on a faites dans le passé. Des shows comme Le Coin de l'Amitié, Le Clandestin, qui est Pierre-Luc et moi-même, qui se confie à vous. Gab répond, Pierre-Luc répond. Et cette semaine, c'est un épisode de Yannick répond. Je ne l'ai pas encore enregistré, mais je suis confiant que ça va être bon, vu que j'ai vu une couple de questions que j'ai reçues. Alors, c'est disponible au patreon.com/3bières. Et on fait aussi des affaires de temps en temps qui pop à travers ça. Par exemple, Les Voyeurs des Vues. Un nouveau show on parle de cinéma. Ouais, le cinéma, on vient juste de voir un film, on s'enregistre, on en parle. Alors, c'est Le Voyeur des Vues qui va apparaître à l'occasion sur Patreon. Tout ça est disponible. Oui. Avant qu'on commence le show, juste féliciter Mike Ward et la gang de sous-écoute pour leur Olivier. Bravo. Et juste en passant aussi, là, en 2019, les critères actuellement des Oliviers font partie qu'il y a un pourcentage qui est impact auprès du public et des médias. Et je sais pas qu'est-ce qui comptait là-dedans comme impact, mais peut-être que notre page Facebook en fait partie. Donc, si ça vous tente d'être sur Facebook puis faire un like à la page 3 bières, ben merci beaucoup. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous êtes sur Facebook, si vous passez par là sur le book, cochez que vous likez 3 bières, ça nous aide beaucoup. Et en même temps, il y a ma page, j'ai pas les racines pour faire un like là-dessus. Et aussi sur YouTube, vous pouvez vous abonner aussi. Oui, sur iTunes. Oui, bien sûr, sur 3 bières, sur iTunes ainsi que sur YouTube. Mais en attendant, passons à l'épisode avec Evelyne Ferron. Oui, et d'ailleurs, je le répète, avant de couper, il y a des rumeurs que peut-être, on ne sait pas encore, mais quand, mais il existe déjà des spéciales Gabriel Rencontre sur notre Patreon. Il y en a déjà 2 qui existent. Ils prennent avoir un 3e dans le premier trimestre de 2019. Abonnez-vous à Patreon maintenant pour être sûr de ne pas le manquer. Exactement. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on pige un sujet, vous en entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Evelyne Ferron, l'invité. Yeah! Je pense que t'aurais juste pu rire puis tout le monde aurait fait « C'est Evelyne! » Oui. Evelyne, t'es une invitée de choix. Tu fais réagir beaucoup de personnes à travers le 3 bières. Ah oui, donc, on te remercie beaucoup. Oui. Okay. Oui, hier, tu faisais des prestations humoristiques au bar Le Terminal et le staff, Will et Jessica, m'ont parlé que t'es leur invité préféré. Ah, Et d'ailleurs, vous pouvez commencer, vous pouvez faire à dire avant, sinon j'ai un sujet directement de Jessica qui avait envie de te poser une question directement. Ben, moi, je vais juste faire un petit truc sur le terminal parce que il y a beaucoup de fans de 3 bières qui travaillent au terminal et tout, puis ils sont vraiment Ils sont vraiment cool, c'est pas d'allure. Tellement cool. Oui. Puis moi, quand j'ai été faire mon heure là-bas, j'ai été traitée là comme une reine, puis j'aimerais les remercier vraiment beaucoup. Font des bonnes frites, font de la bonne poutine. Audrey puis moi là, on n'a pas respiré. Ils nous ont servi des frites puis un tartare, on n'a pas respiré. Tartare est super bon. Écoute, on a tout englouti sans respirer, sans parler. Puis là, j'ai fait mon show en rotant de l'ail, mais c'était succulent. C'était tellement bon. Fait que je veux juste dire un gros merci à tout le staff. Puis leur choix de bière est nice. Quand même, fait que moi, quelqu'un qui en prend, des fois beaucoup. Genre, c'est fun d'en avoir des... de tout. Ouais, de tout, ouais. Bière poutine étant la base de ton alimentation. Ah, C'est ça que je suis en train de comprendre. Il y a du pain aussi, des fois. Du pain. Ouais, du pain. J'ai pas encore eu de pain au terminal, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. As-tu quoi d'autre à dire? Non, ben j'ai rien d'autre à dire d'accepter que c'est donc fun de faire cette émission-là. Oui. Avec des bons jeux. Donc, Jessica Turini demande, parce que je trouve que c'est un bon sujet pour commencer. Okay. Sois prête, Evelyne. Ouais, parce qu'elle a dit, le voici, c'est peut-être un peu long, ok? Par rapport au problème épistémologique de l'objectivité en histoire. Oui. Comment il Juste ça, épistémologique dans l'histoire. Ça sera pas long. On arrive à la question, ça s'en prend. Je suis très bien. Ben moi, Ouais. Comment et jusqu'à quel point peut-on décrire et comprendre justement une société antique sans risquer de travestir sa réalité, et ça en raison de nos valeurs et nos préjugés actuels?
C'est ça la job de l'historien. Et c'est ce qui fait la différence entre l'historien amateur qui a du plaisir à travailler avec l'histoire et l'historien qui le fait de manière scientifique. Donc, c'est vraiment la grande distinction. On va premièrement retraduire la question. Ouais, parce que moi j'ai pas tout compris. Dans le fond, si j'ai bien compris, ce qu'elle demande, c'est comment on fait pour pas, mettons qu'on découvre quelque chose à Pompéi, par exemple, et comment on fait pour pas travestir cette découverte avec nos yeux de maintenant. C'est ça? Avec le jugement, entre autres. Ouais, mettons genre que... L'objectivité. Comme si il s'est retrouvé quelqu'un avec un genre de tuile rectangulaire dans les mains, puis je suis comme, ah ben Chris, il y avait des iPhones. Ouais, c'est ça, exactement. Pas avoir cette réaction. Voilà. C'est des résumés. Imagine qu'on découvre qu'il y avait tous des iPhones, puis là, la société s'est écroulée, puis finalement... Mais par exemple, mettons, ça peut vouloir toucher, mettons, des liens sociaux, mettons, l'esclavage, des choses comme ça, que nous, c'est... Ou même comment on traite les enfants. Ça se pourrait qu'il y ait des sociétés qui traitent vraiment d'une façon différente des nôtres, qui pourraient être choquantes. Puis ça prend du temps avant de réaliser qu'ils le faisaient pour vrai. Mais juste le concept d'adolescence, c'est pas... C'est nouveau, un concept récent des années 50. C'est ça, il y avait pas... Parce qu'avant, t'étais un enfant, puis là, à 9 ans, tu devenais un homme. Tu travaillais, puis c'était ta vie. Selon les sociétés, ça varie. Mais c'est ça, la question de l'objectivité par rapport à ça, ben c'est que... C'est pour ça que tu travailles avec des sources aussi. Donc, oui, la tuile, mettons, à Pompéi, que tu vas associer à un iPhone, ben ça va être intéressant peut-être de trouver des documents écrits qui parlent de la personne qui a posé les tuiles. Si t'as ça, ben tu sais, ça va t'aider à comprendre un peu le contexte, puis comment la personne travaillait. Donc, l'historien, sa job, quand ça arrive, ben, c'est d'aller chercher très large, en fait, de la documentation et des écrits d'époque, qui sont pas des écrits qu'on dit panégyriques ou hagiographiques, donc oui, ça veut dire quand on écrit un livre sur un empereur comme Trajan, Pline le Jeune a écrit le panégyrique de Trajan, ben c'est volontairement, c'est comme si je disais demain matin, moi j'écris un livre pour louanger Justin Trudeau. Puis je passe outre tous ses défauts et j'exagère ses qualités. C'est ça quand on parle de panégyrique ou d'hagiographie. C'est sûr que c'est pas ça qu'on va aller chercher comme source pour nous aider à comprendre le passé. Donc ce qui est intéressant, c'est les lettres, la correspondance des gens du quotidien, parce que souvent c'est brut. Fait que quand on travaille avec ça, plus mettons du matériel archéologique, et qu'on est historien, qu'on a la formation, ben nous on va tout de suite essayer de pas poser de jugement, justement. Puis même si, mettons, la tablette a été écrite par Steve Joborius, genre, t'es pas comme... C'était pas trop... Oh mon Dieu, ça a été tellement long! Ça pourrait faire des blagues, tu sais, je veux dire, les historiens peuvent faire de l'humour des fois, parce que des fois, on trouve des choses, on fait comme « Ah, ça, c'est vraiment comique! » Mais, tu sais, je veux dire, Steve, les chances sont quand même assez... C'est faut que je te le dise, c'est un prénom qui est assez... Dans l'Antiquité, ça n'existait pas beaucoup. Pas vraiment, tu sais, t'aurais plus de genre, tu sais, des prénoms... Marius aurait probablement été ton nom fétiche. Mais justement, mettons, récemment, il y a quelqu'un, un missionnaire en 2018 qui s'est fait tirer par une flèche. Ah oui, celui qui voulait apporter évidemment la parole de Dieu à une écoute, il y avait une bonne nouvelle puis la transmettre. Puis la mauvaise nouvelle est arrivée à son cœur. En fait, il était là à transmettre, mais à son créateur. C'est ça, exactement. Voilà, il est allé là où il voulait aller de toute façon. C'était l'objectif final. C'était raccourci, oui. Mais admettons, justement, ces gens-là qui vivent encore dans leur espèce de microcosme, est-ce que... Est-ce qu'il y en existe beaucoup? Il y en existe, oui. T'as des populations, je veux dire, si tu t'en vas, ben, tu vois, cette île-là, elle est proche de l'Inde. C'est sûr que quand tu vas en Asie, t'as des communautés qui ont été isolées pendant très longtemps qui, je veux dire, côté technologie, je veux dire, dis-leur Internet, puis ils vont te regarder, puis ils n'ont aucune idée de quoi tu parles. Les Amish! T'es en plein cœur des États-Unis. Mais c'est un choix, non? C'est un choix, mais tu t'es pas connecté, puis je veux dire, il y a plein de choses que tu vois pas passer par choix aussi. Je veux dire, c'en est un microcosme aussi, mais mélangé à la grande civilisation américaine. C'est sûr que tu t'en vas en Papouasie, Nouvelle-Guinée, toutes les petites îles du Pacifique, t'as quand même pas mal de petites populations comme ça qui vont quand même avoir un contact avec l'extérieur, mais utilisent rien de la technologie, puis continuent à garder en fait un mode de vie qui est hyper traditionnel, au point où on dit qu'ils n'ont jamais atteint officiellement le néolithique, là, parce qu'il y en a qui sont encore un peu nomades ou semi-nomades, parce qu'ils chassent ou ils pêchent, puis ils se déplacent selon la source de nourriture. Donc, on est en 2018 et ça existe encore. Mais ça, il y a aussi Beauceville au Québec, là. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un beau carnaval, par exemple, ça. C'est ça que j'ai de la bourse tout le temps, fait que je me le permets. Ouais, c'est ça. Ça, par exemple, c'est par choix, ou c'est par manque d'intérêt, ou c'est par un rejet, ils ont essayé, ils ont pas voulu. Aussi, des fois, tu t'es un groupe qui a toujours vécu d'une certaine façon, puis je veux dire, quand tu essaies d'imaginer de leur point de vue, quand ils nous voient habillés comme on est habillés, avec plein de gadgets où on n'est jamais dans le moment présent, alors que eux, je veux dire, leur quotidien est quand même assez simple, je veux dire, ils peuvent ne pas avoir envie de vivre ça aussi. Nous, on a de la misère à le comprendre et à le réaliser. Pourtant, présentement, quand on regarde les gens qui veulent s'en aller vers simplicité volontaire, qui veulent justement se dégager de tout ce qui fait qu'on a la tête pleine, puis qu'on a de la misère
à vivre parce qu'on travaille tout le temps, puis on est toujours à la course, ben eux autres, quand ils nous regardent aller, ils nous voient comme des débiles mentaux qui sont toujours vraiment à la course. Il suffit juste de voyager en dehors de l'Occident. Puis je veux dire, c'est le premier jugement qu'ils vont nous poser aussi. Je veux dire, je suis allée au Népal, puis je veux dire, j'ai vu une méchante différence dans le mode de vie au point où je suis pas sûre c'est 6 mois, puis je suis pas vraiment revenue, puis je suis comme, oh, comment je pourrais appliquer ça ici? Puis j'arrive pas à voir encore comment je pourrais aller rechercher ce quotidien-là dans une capitale, pas de bon sens. Le Katmandou, c'est spécial, mais quand tu vois les gens vivre au quotidien, tu fais comme, oh, ils ont beaucoup moins que moi, ils sont pas mal moins riches, mais mon Dieu, qu'ils sont plus heureux. Et là, tu réalises qu'est-ce que ça veut dire, le bonheur au-delà du bien matériel ou d'une carrière ou quoi que ce soit. C'est très spécial. C'est pas quelque chose qu'on voit ici. Mais quand t'es confronté, tu sais, pendant quelques semaines, puis que tu vis avec ces gens-là, c'est complètement une autre réalité. Fait qu'il faut... Puis eux autres, ils nous regardent des fois, puis ils sont comme, hey, vous, les Occidentaux, en voulant dire, vous vous usez à travailler, puis à faire de l'argent, puis à faire de l'argent pour finalement mourir, puis donner votre argent à quelqu'un d'autre. Tu sais, pour eux autres, ça a juste pas de bon sens. Ils préfèrent, tu sais, utiliser le peu qu'ils ont pour construire un étage de plus pour leurs enfants, qui vont tous vivre ensemble, puis tu sais, ils s'entraident. Puis c'est ça, il y a une question d'entraide aussi. Et que ces communautés-là, tu vas voir qu'ils travaillent souvent sur les talents de chacun. Puis ils vont développer une société comme ça. Fait que quand ils nous regardent, c'est sûr qu'on est très individualiste aussi. Fait que tu peux décider que pourquoi je ferais ce choix. C'est-tu comme un intérêt secondaire que t'as de regarder justement ces sociétés-là ou ces morceaux-là de culture puis de retrouver comme un analogue à des trucs que tu as étudiés dans l'histoire ou c'est pour ça que tu vas au Népal, mettons? Non, l'Asie, ça m'intéresse parce que c'est sûr qu'on enseigne beaucoup l'Occident, même dans l'Antiquité, alors qu'on réalise à quel point, tu sais, il y en a eu des contacts avec le continent indien, il y en a eu quand même des contacts avec l'Asie, mais on fait rarement ces ponts-là, fait que c'est sûr qu'il y a un intérêt personnel pour ça. Mais non, le Népal, moi, je suis allée m'enfermer en retraite de méditation en haut d'une montagne. Je l'ai dit bien honnêtement. Fait que je voulais vivre cette expérience-là, mais non, c'est sûr que l'historien n'est jamais très loin. Je veux dire, quand t'arrives dans un milieu qui est aussi différent, ben je veux dire, là, tu te demandes pourquoi ils vivent comme ça, comment ça se fait que la ville s'est développée comme ça, puis je veux dire, en peu de temps, je suis en train de fouiller, puis je cherche de l'information pour comprendre, mais c'est sûr qu'il y a le côté, je dirais que c'est le choc humain. Là, ici, c'est même pas l'historienne, c'est de réaliser que après quelques jours, à te mélanger à ces gens-là, parce que, je veux dire, moi, je suis toute seule à pied, je me promène, puis je jase avec le monde, puis j'essaie de comprendre. Ben, tu sais, s'il y a un vieux monsieur sur le coin d'une boutique qui me dit « Tu veux-tu prendre le thé avec moi? » Je vais m'asseoir, puis je vais le prendre, puis je vais essayer de comprendre, tu sais. Du thé gratuit. Hein? C'est ça, du thé gratuit. Non, au final, tu y achètes quelque chose quand même, parce qu'ils sont quand même très pauvres, surtout depuis le tremblement de terre. C'est quand même spécial de voir ça. Mais c'est que ça te frappe. Je dirais que ça a été un choc, puis là, tu dis « Wow, comment ça se fait que c'est si différent? » Comment ça se fait que... Puis ta conception de la pauvreté change aussi. Tu sais, on parlait d'objectivité, ben c'est ça. Pour nous, la pauvreté, elle est économique. Pour eux, la pauvreté, elle est morale. OK. Et Seigneur, que ça change le type d'être humain que tu rencontres dans un contexte comme ça. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas notre climat. Ils pourraient pas avoir ce mode de vie-là ici, parce que si t'as pas de toit au Québec, je veux dire, là, il y a un danger, tandis qu'eux, je veux dire, côté température, s'ils habitent dans la vallée de Katmandou, je veux dire, s'ils s'abritent le moindrement, même si le toit est en tôle, les autres, ça les dérange pas, parce qu'ils passent la majorité de leur temps dehors, ils mangent dehors, ils profitent d'un panorama exceptionnel dans l'Himalaya, fait que la maison, c'est pas là qu'en fait qu'ils vont dire « Ah, regarde ma maison! » Eux, c'est s'ils sont capables d'offrir des repas copieux, de qualité, même à un touriste qui passe, il est riche. Alors, donc, le terminal est très riche. Oui. Le bien matériel n'a aucune valeur, ou presque pas à ses yeux. L'habillement, ça va être pour aller dans les temples, parce que là, c'est une autre... tu sais, on va avoir des vêtements propres pour ça. Mais au quotidien, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement là non plus que ils mettent l'importance, en fait, quand tu rencontres quelqu'un. Fait que les contacts sont assez spéciaux aussi quand tu rencontres ces gens-là. Tu te sens un peu inapte à converser avec des gens comme ça, parce que leurs questions sont pas comme nous autres. « Hey, allô, ça va? » Eux autres, de quoi, allô, ça va? C'est sûr, ça va. Il fait beau, tu sais. Il fait beau aujourd'hui, pis tout ça, c'est quoi cette question-là? Fait que, tu sais, il faut que tu changes un peu ton attitude. Fait que c'est très enrichissant. Pour revenir avec la question de Jessica, là, mettons, ça serait quoi, selon toi, les 3 trucs qui étaient très acceptés avant puis qui sont inacceptables aujourd'hui, ou l'inverse? Ben, je te dirais qu'il y a des thèmes. Notre relation avec la mort. Quand on regarde dans le passé où elle était, tu sais, je veux dire, le taux de mortalité infantile pendant super longtemps, je veux dire, c'était normal dans une famille qui ait des enfants qui meurent. C'était normal, puis en bas âge, je veux dire, on prévoyait ça, on le savait, je veux dire, pourquoi... Tout récemment, même. Ben oui, tu sais, Louis XIV, pourquoi il se reproduisait autant, ou c'est qu'il savait qu'il y avait un risque qu'il n'y ait pas d'héritier, puis il a failli l'échapper, là.
Puis je veux dire, il y a eu pas mal d'enfants à Louis XIV, puis je veux dire, c'est son arrière-petit-fils qui a fini par avoir le trône. Les maladies, la mort, c'était quelque chose avec quoi on était habitué. L'époque victorienne, on prenait des photographies un peu étranges quand même des corps, mais c'est qu'on acceptait la mort, puis on l'humanisait. Je veux dire, t'as des sociétés encore aujourd'hui qui momifient leur mort, puis ils sortent à chaque année dans différentes cérémonies au Pérou et tout ça. C'est sûr que nous, aujourd'hui, c'est comme si comme on confie la mort à une pompe funèbre, à une entreprise, on s'est dégagé complètement de tout ce qui est le deuil, de la manipulation du corps, la relation avec la décomposition du corps. On n'a pas cette séparation-là. Même le rituel, le rituel est très très court, puis après on pleure, puis après c'est réglé. C'est ça. Puis il faudrait que tu continues ta vie aussi normalement. C'est sûr que quand on regarde dans l'histoire, on peut même penser à la momification. La relation avec la mort, c'est quelque chose que nous, de notre point de vue contemporain, on est comme, je veux pas parler de ça, ça c'est morbide. Pourquoi tu parles de la mort? C'est morbide. Pour eux, la mort, si on accepte la mort dans beaucoup de cultures, dans le passé, mais encore aujourd'hui, c'est une façon d'apprécier ta vie présente. C'est d'être conscient que ça s'en vient, puis tu sais pas quand est-ce que ça s'en vient. Donc ça c'est quelque chose, justement, qu'on a de la difficulté à étudier avec une forme d'objectivité. L'autre chose, dans un contexte comme ça, je te dirais que tout ce qui a un lien avec, c'est ça, je dirais la notion de pauvreté, richesse à certaines époques, c'est sûr que nous, on va jeter un regard en fonction de ce qu'on considère être une richesse. On oublie que c'est des sociétés de troc. On oublie que c'est des sociétés qui ont, je veux dire, encore en France, avant que les gens viennent ici, en Nouvelle-France, si tu sors des villes, je veux dire, il n'y a pas d'économie monétaire, t'es pas encore dans une économie de type capitaliste, donc tout se fait par échange. Puis ça, on a de la difficulté des fois à comprendre comment la dynamique fonctionnait, on se dit, mais voyons, comment il arrivait à vivre? Non, le paysan médiéval, mon Dieu, que ça devait être terrible. Non, c'était pas si pire que ça, en fait. J'aurais aimé mieux être un paysan médiéval que vivre à Paris à l'époque de Louis XIV, avec peu de moyens financiers, tu sais. Parce que t'as ta vache, t'as tout ce qu'il faut pour quand même bien vivre. Et ça, c'est encore une fois des jugements qu'on va porter très rapidement en fonction de nos valeurs, par rapport à la richesse. Même chose, la sexualité, je te dirais, c'est le troisième. C'est plus facile d'imaginer que chaque journée était satisfaisante parce que tu travaillais tout le temps sur ta propre survie, puis de continuer ta vie de façon confortable, peu importe, il y avait pas de... Puis le soir, quand t'apprenais ta bière, là... Ouais. Non, mais tu sais, il devait pas avoir de journée... Ah, maudine, j'ai rien fait aujourd'hui, c'est décevant. Non, il y avait pas le temps de ces affaires-là. Tu viens de toucher un point qui est quand même important. Le fait que aujourd'hui, si il y a une journée où t'as pas fait grand-chose, on se sent coupable. Ça, c'est propre à notre société. C'est arrivé avec l'industrialisation, le capitalisme, puis le profit, puis le fait qu'il faut toujours travailler. Mais je veux dire, si tu remontes dans le temps, je veux dire, même nos ancêtres ici, l'hiver... Je veux dire, tout était gelé, il peut pas, fait que c'était juste des parties pendant tout l'hiver. Ils détestaient pas l'hiver tant que ça, les travaux étaient finis, fait que les femmes tricotaient les bas de laine, on faisait les meubles, parce que l'été, on n'avait pas le temps, puis je veux dire, on jouait du violon, puis je veux dire, on mangeait, puis on en profitait. Aujourd'hui, si après 2-3 jours de ça, on est comme, oh mon Dieu, faudrait que j'ouvre mon ordinateur, là, parce que, tu sais, oui, c'est ça, j'ai des courriels, tu sais, ou des choses comme ça. Tu sais, la notion de productivité aussi, c'est super récent, puis on a tendance à étudier les économies antiques, même les économies médiévales, en fonction d'un point de vue capitaliste qui n'a jamais existé avant le 19e siècle. C'est que ça, il faut faire attention à ça aussi. Puis l'autre chose, c'est la sexualité. On dit, avec la porn, puis tout ça, on est vraiment open. Tu dis porn de façon tellement cute. J'essaie de pas le dire sur un ton trop... ça, c'est Radio-Canada. Parce que je me fais dire sinon que je sonne colonisée, fait que je fais attention. Mon Dieu Seigneur! Traumatisme d'un réalisateur qui n'est plus là. C'était qui le réalisateur? Michel Brûlé? Non! Non, j'aurais vraiment pas travaillé. Non. C'est parce que, juste pour spécifier, les gens, ils vont peut-être l'avoir entendu cette semaine. Mais la semaine passée, j'ai vu le film de Michel Brûlé. Il y a un film qui est jamais sorti. Mais qui est vraiment underground. Puis j'ai eu avec beaucoup de caméos dedans, il y a beaucoup de caméos de monde qui peut-être donc il y avait des informations qui est sur ces gens-là, puis là il avait dit hey viens sur mon film. Non. Bref, c'était une expérience. C'était une expérience, pour ça je réfère à Michel Brûlé parce que là Michel Brûlé est dans mon cerveau en ce moment. J'ai mes condoléances. Ce film-là a changé, puis accuser les gens de coloniser est quelque chose qui fait comme dans 16 scènes de son film. Ben voilà, pourquoi des fois j'essaie de le prononcer moi à l'anglaise. Je suis devant un micro, fait que mon cerveau il associe le fait que... Dès qu'on met off, là, elle parle de porn toute la journée. Puis je dis porn. Le haut devient grave et les airs sont roulés. Des sacs, là, vous avez aucune idée. C'est mon autre personnalité.
Ah non, même à l'université, des fois, quand genre, ça fait chier, tu sais, pour une histoire, Ouais. les étudiants, je les vois toutes figées, ils sont comme, prof, viens dire, fait chier, tu sais, puis là, ils sont comme surpris. Des fois, ça m'échappe même à Ou l'université. la radio comme là, faut dire déféquer. Et Là. oui, c'est ça! En fait, il n'y a rien de ça qui serait tout à fait permis, du moins on espère. Mais c'est ça, le troisième point, c'est la sexualité. Parce que, puis je veux dire, je le vois quand j'enseigne, à quel point les jeunes qui n'ont pas eu les cours d'éducation à la sexualité, tout ça, sont quand même gênés d'en parler. Quand le prof parle d'histoire, puis qu'il parle des bordels de Pompéi, là, ils savent plus où se mettre. Ou quand je leur dis que Louis XVI, on a les documents qui disaient pourquoi lui et Marie-Antoinette, ça allait pas bien au lit, ben on disait, ben tu sais, ils bandent, il entre puis il bouge pas. On a ça écrit. Fait que je voulais leur montrer qu'être une princesse, c'était peut-être pas toujours l'objectif ultime, tu sais. Parce que le but, c'était qu'il fasse des enfants, mais Louis XVI, Marie-Antoinette, elle l'intéressait pas. Fait que... Ou même la pédérastie dont tu parlais l'autre fois. Ouais. C'est quelque chose qui a pas d'allure aujourd'hui. Là. Ben, c'est parce qu'on l'associe automatiquement à pédophilie, on a d'autres termes, mais la sexualité, je veux dire, mettons pour l'époque romaine, le mariage est politique et est une union économique et qu'on accepte que l'amour se vit hors mariage, quand le christianisme est rentré là-dedans, il y a eu automatiquement un jugement de l'Église catholique qui a perduré comme quoi ces gens-là avaient un mode de vie qui était pas sain puis qui était immoral. Ça, c'est l'Église qui a attribué ça aux Romains. Alors que pour eux, ben le mariage, c'est surtout sceller l'union de famille. Mais je veux dire, on regarde les monarchies, c'est un peu la même chose dans l'histoire. Ils vont aller avoir l'amour, la passion, ils vont le vivre en dehors. Ouais. Puis je veux dire, il n'y avait pas de gêne à parler de sexualité. Je veux dire, on en a beaucoup des textes qui peuvent être assez crus même. Puis aujourd'hui, on est comme, c'est grivois. Mais non, à l'époque, c'est qu'on n'était pas gêné de parler de mort, on n'était pas gêné de parler de sexualité. C'est, je dirais, le côté religieux qui, à un moment donné, a fait que la culture en est venue à être un peu plus prude par rapport à tout ça. Fait que c'est sûr que quand on regarde Pompéi, les bordels, où est-ce que tu as les positions que les prostituées peuvent faire sur les murs... C'est comme à Belle Province. T'as comme le choix qui s'en vient, puis tu prends le trio numéro 3, s'il vous plaît. On va être pour deux personnes. Ouais, bien Je sais sûr. pas ce que c'est pour la Belle Province, j'y vais pas. Mais honnêtement, c'est vraiment un des restos où je vais pas. Je vis en campagne. Ouais. Fait que moi, si je veux une poutine, j'attends le casse-croûte pendant les... qui va être excellente, mais j'attends l'ouverture des casse-croûtes. Ou sinon, nous autres, on a un bravo. Tu sais, c'est pour te donner à Saint-Marc-des-Carrières. Mais j'imagine aussi qu'il y a des choses qui sont vraiment bizarres, comme mettons, il y a mettons les Mayas qui eux pouvaient genre, du coup, je pense ils essayaient de modifier la tête des enfants, des nouveaux-nés, je pense aussi. C'est déjà arrivé, il y a des modes de ça, je pense. Il y a eu des modes, oui, mais je veux dire pas, c'est pas nécessairement aussi, faut faire attention, c'est pas parce qu'un village l'a essayé qu'une civilisation complète l'a essayé. Ouais. Fait que c'est pas parce que tu trouves un cimetière où t'as cet exemple-là que tous les Mayas partout qui ont couvert quand même un immense territoire ont fait la même chose. Maya, c'est une civilisation sur un très grand territoire. Inca, c'est la même chose. Fait que parfois, ce qu'on va trouver, c'est un village ou un cimetière, puis on n'en a pas trouvé d'autres, ou peut-être qu'effectivement, ben, ils ont essayé quelque chose de différent. Donc, tu vois, c'est quand on parle d'objectivité, là, c'est le genre de choses que, présentement, je le vois côté médiatique, on va trouver un cimetière comme ça, puis là, tu sais, moi, mettons, sur Historiophile, je vais faire attention, tu sais, je vais dire, on a découvert dans telle région, bon, ou du moins, aller lire l'article, bordel, puis c'est écrit, mais les titres, par contre, c'est pratique barbare chez les Mayas, puis je suis comme... Là, tu sais, je griche des dents parce que... Il y en a qu'on a un nouveau gif, je pense. Ouais. Regarde, c'est comme, tu sais, dans le temps, ça s'appelait la coupe Longueuil, pas la coupe de la province en entier. C'est ça, Non, c'est ça! Il y en a un qui est né à Longueuil, ben pas toi, je sais que c'est l'Abitibi. Non, ok, je suis bien dans ça. Mais quoi, mettons, genre, des pratiques de même, on pourrait croire que c'est tout le monde qui le font, ou que c'est accepté, peut-être que c'est juste quelqu'un qui était bizarre chez eux puis qui a fait ça. Ça arrive aussi, puis je veux dire, c'est comme un peu la pratique des sacrifices. On a des jugements par rapport à ça, sauf qu'il faut toujours remonter à des époques où les gens n'avaient pas la science qu'on a, puis ils vivaient des sécheresses, des crises environnementales. Même nous, aujourd'hui, on est en 2018, puis on essaie de l'expliquer scientifiquement. Donald Trump fait comme si ça n'existait pas, mais je veux dire, on est quand même un peu démunis par rapport aux ouragans. Aussitôt qu'il y a vraiment une catastrophe environnementale, on a vu ce qui s'est passé en Californie. Je veux dire, il y a encore du monde en Grèce ou en Californie qui sont morts brûlés, comme les gens de Pompéi après une éruption volcanique, là, dans leur voiture. C'est quand même, on est tout aussi démunis par rapport à ça, là. Mais à l'époque, on n'était pas capable d'expliquer pourquoi. Alors, c'est sûr qu'on accusait les éléments naturels plus haut que nous, plus fort que nous, puis on se disait, ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Le corps humain fonctionne avec le sang.
Donc, le cycle du soleil et de la lune pour les Mayas, les Aztèques, les Incas fonctionne aussi avec le sang. Et c'est pour ça qu'ils faisaient des sacrifices humains, parce qu'ils offraient du sang aux dieux du soleil et aux dieux de la lune pour s'assurer qu'ils continuent leur cycle. Parce que le corps humain fonctionne avec ça. Donc, nous, de notre point de vue, c'est comme les Espagnols l'ont fait, c'est des barbares, ils sont associés au satanisme, on a brûlé tous les codex mayas, il en reste juste 3 demi-complets, parce que les Espagnols ont tous brûlé ça parce que ça les faisait flipper. C'est quoi un codex? Les codex, c'était ce sur quoi ils écrivaient. C'est que c'était, je dirais, plié, un petit peu comme en accordéon. Puis c'est des feuilles qui étaient faites souvent avec des restes de feuilles de maïs, des choses comme ça compressées. Puis ils écrivaient littéralement là-dessus. Puis c'est sûr que c'est fragile aussi, mais les Espagnols, quand ils voyaient un peu le genre de dessin qu'il y avait là-dedans, où on montrait un sacrifice, des choses comme ça, ils ont brûlé ça. Il en reste 3 qui ont de l'allure dans le monde, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, les sacrifices, est-ce que c'était pas à chaque semaine, à chaque jour, à chaque... Non, mais s'il y a une crise environnementale, là, oui. C'est Ah ouais. ça, tu sais, je veux dire, mettons que t'as vraiment une catastrophe, ben là, tu dis, les dieux en ont besoin d'un petit peu plus, fait que, tu sais, tu pourrais avoir une semaine où il y a quand même pas mal de prisonniers qui y sont passés, là. Même chose comme sacrifier des enfants dans les montagnes chez les Incas, où on a des momies quand même d'une qualité de préservation exceptionnelle, puis c'est des momies naturelles. Je veux dire, pour nous, c'est barbare, mais pour eux, c'était la plus belle offrande qu'elle allait pouvoir faire aux dieux, un bel enfant qui est beau, puis c'est ça. Mais voilà, tu réagis en tant que maman de 2018. Mais c'est une très bonne menace aux enfants. Alors, pour le vrai, c'est une très bonne menace. Allez vous coucher, les enfants. Parce que si... S'il pleut demain, c'est de votre faute. Puis 2 jours de suite, il y en a un qui passe. Mais tu sais que c'est pour ça qu'à Radio-Canada, j'avais fait une chronique sur les momies, puis j'avais parlé de ça, puis il y a Marie Plourde qui avait réagi vraiment violemment sur Twitter en disant, tu sais, hey, c'est dimanche matin, ma pauvre petite fille, elle vient d'entendre ça, puis elle est traumatisée. J'étais comme... fait que c'est le genre de sujet, des fois, faut que je fasse attention, tu sais. T'as corrompu la jeunesse avec ta musique du diable à Musique Plus, Marie-Plourde. Fait que voilà, l'ascenseur est de retour. Je m'excuse. Embarque dedans. Je m'excuse à s'est compensé avec des sons de Love Story, Yannick. Ouais, c'est Fait que pour moi, c'est dans mon cœur tout le temps. Non, tout le... Là, j'avais pas tout ça en tête. Je me rappelle juste que c'est elle qui avait réagi vraiment Parle-en de violemment. Marie-Plourde, on a des choses à dire. Non, mais je voulais pas bitcher, là. Je pas Non, mais du c'est vrai, ça fait réagir. mais- C'était un fait. Mais elle a sacrifié un lofter par semaine, ok? Ouais. Fait que, regarde, là. Non, Elle se regardera en premier, est-ce que toi, tu voulais pas bitcher, mais nous autres, on va le faire. On va le faire, Ouais. pas de problème. Que la caméra s'en aille de ce côté-là. Drette là, drette ici. là. Pas Le de monde game. qui bitch, c'est drette ici. On n'a pas peur de vous autres. Excuse de nous de t'interrompre ici. Oui, c'était très pertinent. Avec nos niaiseries. Mais c'est ça, mais c'est bizarre. moi. Oui. Ce que je suis curieux de savoir, c'est comment est-ce que, mettons. Comment ça justement, fait chaud? Comment est-ce que, mettons, t'avais en Égypte des pyramides, et de l'autre bord, vraiment, vraiment super loin, mettons, des Olmecs, des Mayas, tout ça, qui ont aussi fait des pyramides. C'est quoi Les le... Olmecs, c'est pas dans les cités Amérique nord, du ça? Sud. Non, ils ont existé. Olmec, Toltec. Mais ils étaient pas tous chauves avec les oreilles pointues. OK. C'est ça. Non, là, le monde qui traite ces extraterrestres, par contre, va être déçu, mais non. Mais comment ça que l'humain comme capotait à l'idée de faire des structures... Ben, capoté, on en a trouvé en Chine récemment, mais Des je veux dire, c'est pyramides? parce que c'est une question de géométrie. Tu veux faire un tombeau massif qui monte, quand tu commences à regarder quelle structure tu peux prendre, c'est la plus intéressante. L'idée de monter vers le ciel, c'est probablement la structure la plus intéressante à faire d'un point de vue architectural. Fait qu'il faut pas toujours commencer à flipper en se disant il y a des théories du complot, les historiens nous le disent pas, les Martiens sont venus ici ou c'est les foutus Atlantes, ou des choses comme ça. C'est que, je veux dire, puis quand on regarde les modèles, ils sont vraiment pas pareils. Une pyramide maya ressemble en rien à une pyramide égyptienne, là, je veux dire. Mais même dans l'Égypte, il y a plusieurs types différents. Selon les époques, selon les tripes des architectes aussi. Puis je veux dire, les pyramides, c'est une très courte période de l'histoire égyptienne. Je veux dire, la majorité des pharaons n'ont pas été enterrés dans des pyramides. Ils ont été enterrés dans des hypogées qui sont des tombeaux qui ont été percés à travers la montagne, comme dans la vallée des rois. Puis je veux dire, c'est la grande majorité des pharaons qui ont été enterrés comme ça. Les pyramides, c'est juste l'Ancien Empire. Puis pourquoi on a arrêté de les faire? C'est parce que c'était comme un X qui disait « Salut, viens piller le pharaon », puis ils l'ont fait eux-mêmes à leur propre époque, là. Et ça, tu vois, je te parle de sources qui viennent t'aider. Mais là, on a le texte. On a un texte qui s'appelle « Les Lamentations d'Hippoire » où il parle justement de cette crise-là du système pharaonique où la population non seulement renverse le pharaon, mais pille son tombeau. Fait qu'on a des témoignages d'époque qui nous confirment qu'ils ont vraiment pillé Khéops à l'époque, à la fin de l'Ancien Empire. Fait que c'est sûr que la forme pyramidale, c'est dans tous les cas, c'est soit des bâtiments qui sont astronomiques,
donc pour observer les étoiles, donc tu veux être en hauteur, mais tu veux être protégé aussi en même temps des éléments, ou tu veux un tombeau qui montre en fait que tu sois plus puissant ou que tu t'en vas vers le ciel. Pour que ça tienne, que ça résiste au temps, ça reste généralement le choix géométrique le plus intéressant. J'imagine que c'est aussi une forme de tour pour... Mettons, il y en a qui sont avec des grosses marches, mettons. Moi, je suis allé au Mexique, monter à Ekbalam, tout ça. Puis j'imagine que tu peux voir plus loin aussi pour voir qui s'en vient pas. Ça, pour l'astronomie, voilà. Pour les Ouais. Égyptiens, les pyramides servaient moins à ça, quoiqu'elles sont alignées, par contre, sur les équinoxes. Donc là, il y a un jeu de lumière qui va se faire un peu comme certaines pyramides Maya et Aztèques où au solstice, plutôt que les équinoxes, t'as le serpent l'ombre du serpent qui apparaît sur les marches. Fait que ça servait beaucoup pour comprendre, Ça, c'est tellement en fait, fucking cool, là, pour de vrai. Le fait des structures de même... bref, excusez-moi. Il est hallucinant, il n'y avait aucun moyen, puis ils ont tous fait ça, puis je veux dire, moi, j'oublie mes clés une fois par jour, là. Comme, je trouve ça Il n'y incroyable. avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas grand-chose pour les distraire. fait qu'il y avait pas le nous, choix. on pense à 1 million de trucs, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais t'as un peu roulé tes yeux en parlant des Atlantes. Oui. C'est quoi? Moi, j'ai aucune idée, c'est quoi? Elle déteste les peuples qui vivent sous l'eau. On découvre Il finalement y a, un il y a défaut. encore un article qui est sorti là, il y a 2 semaines disant on a trouvé l'Atlantide, puis ça fait réagir beaucoup d'historiens. En fait, c'est que c'est Platon qui nous parle de ça. Platon, dans le Timée, va parler d'une civilisation très avancée qui, à la suite d'une éruption volcanique, a été complètement engloutie et disparue soudainement. On a suspicion que si elle existait, ce serait les Minoens de l'île de Crète après un tsunami, mais encore là, ça marche plus ou moins parce que c'est pas toute l'île de Crète qui est engloutie quand le tsunami est arrivé, puis on continue à vivre. En tout cas, c'est bien compliqué. Et c'est sûr que parce que Platon a dit ça, hein, C'est la vérité absolue. c'est ça, c'est la vérité absolue. Et depuis ce temps-là, ben, tout le monde cherche où a eu lieu la fameuse éruption, où est l'île qui a été engloutie. Puis s'ils étaient si avancés que ça, ben, tu comprends que c'est probablement des extraterrestres qui avaient amené un savoir avancé. Puis c'est par ces gens-là que les Mayas, les Aztèques, les Égyptiens, qui vivaient pas pantoute aux mêmes époques, ont appris à faire toutes les mêmes structures pyramidales. Puis pourquoi on trouve des pyramides sur Mars? Parce que selon certaines photos qu'on a de la planète Mars, il y a des choses qui ressemblent à des fucking pyramides. On trouve des pyramides sur Mars? Ouais, il y a Oh my God. aussi une genre de face que. Oui! Avant, je savais toutes ces affaires-là. Quand t'es un jeune sur Internet, quand t'as 16 ans, t'as du temps de lousse. Ben oui, mais tu sais, il y avait une époque où, tu sais, t'es un jeune nerd, t'as lu toutes les bandes dessinées, t'as toutes lu les tuniques bleues. Il reste plus rien à lire parce que... Dossier mystère n'existe plus à la télé. Dossier mystère n'existe plus, mais il y avait comme les collections d'encyclopédie Time Life. Qui étaient Sur l'autocombustion spontanée, ces Oui. affaires-là. toutes ces affaires-là. C'est vrai. Puis là, On tu a commences... tellement le même âge. Là, t'es comme, yes! Yes, j'ai hâte de la prochaine saison d'Expert. C'est que là, je vais comme lire la vraie affaire. Et puis, c'est merveilleux. Puis le fait que c'est dans des livres liés, t'as l'impression que c'est. C'est écrit en doré, en plus, je pense, sur la reliure ou quelque chose c'est comme ça. argenté ou doré, quelque chose comme Ah ça. oui, puis là, il te montrait toutes les photos de gens qui s'étaient auto-combustés, des choses comme ça. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben voilà, ça se... Fait comment on règle ça, Mais là, l'autocombustion? Mais... Ça t'arrive hors de nulle part, puis tu disparais. Ben là, Pas sur Internet. Honnêtement, tape auto-combustion spontanée, have fun. ben non, mon Dieu, j'ai une famille, là. Faut pas que je néglige pour ça. C'est sûr, je vais tomber dans un trou de l'Internet. Mais, Oh my God! regarde, on dirait que tu peux pas l'empêcher, puis que si ça arrive, c'est quasiment comme en quelques secondes, tu sais, comme du soufre qui... T'as une puissance, il reste plus rien. C'est comme à Infinity Même Wars les à la fin. là. os. Alors que quand t'incinères un corps, il broie les ossements, là, parce que ça brûle Ouais. même pas les ossements. Alors que ça, il en reste même pas. En tout cas, Mais j'avais déjà vu Amuse-toi. une émission, là, faut le voir pour le croire, ou quelque chose comme ça, Avec là, Annick Margeau, ouais. ouais, autocombustion dans un appartement de New York, là. Il me semble que j'avais déjà vu quelque chose dans les années 60. ça, j'avoue, si tu es tombé dans un trou d'Internet et y rester longtemps, c'est sûrement un très bon sujet. Mais je me rappelle de Time Life à cause de ça. Ouais, c'était avec des covers, tu sais, inquiétants, une pyramide avec un œil en haut, puis tout air broché, ça a l'air réel. En tout cas, c'était vraiment... Ils ont dû en vendre vraiment beaucoup. Écoute, comment ça se fait que la bibliothèque de mon école, un institut de savoir avait ça? Tu sais, Ouais, c'est le gouvernement, là. tu sais, c'est comme, Ouais. pourquoi? Mais je suis content qu'il l'avait. Je suis content qu'il l'avait. Parce que maintenant, quand je te parle de l'Atlantide, Ah ouais. tu sais de quoi je parle. Ben oui, ben moi je pense au royaume d'Aquaman, mais en tout cas, ça c'est d'autres affaires. Ah ouais. Et je pense... C'est vrai, le film est sorti. Le film sort bientôt, Ah, oui, c'est mais je le connaissais des comics avant. là, T'es-tu c'est- content du choix de Jason Momoa? Je suis très content de son choix parce qu'il est vraiment cool. Il ressemble au Aquaman des années 90, mais j'aurais trouvé plus cool s'il y avait les cheveux un peu plus blonds, comme parce que je trouve qu'il aurait de l'air rad avec des cheveux blonds. Mais je trouve ça cool qui est aussi qui est
polynésien ou d'origine polynésienne Ouais. parce que c'est un peuple aquatique, puis ça a rapport à ça. Puis ça, c'est une affaire qu'il n'y avait jamais eu dans les comics, mais ça a tout son sens en casting. Je trouve merveilleux. Mais bref, on en a parlé d'Aquaman, fait que je pense qu'il est temps de prendre une pause un instant. Oui. Et on va revenir d'être après ces messages. Écoute, on est de retour pour le troisième segment. On a Gabriel. J'essaie de revenir. Toi, ta vie est rendue post-connaissance de l'existence de L'autocombustion spontanée. Je pensais pas que c'était si répandu. Vous en parlez toutes comme si c'était un sujet anodin. Là. Mais moi, je Parce qu'on a lu Time Life. En tout cas, ouais. Mais justement, parlant d'affaires weird, on va piger après ce sujet, mais j'ai juste... Ouais, parce que là, on va se le faire dire. on va là. faire jusqu'à On la l'a pas pigé Oui. dans le sang. Oui, Assassin's Creed, on va se le faire. Oui, va c'est en ça. parler, là. Je suis curieux, mettons, tu sais, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui sont des explorateurs qui sont revenus avec des fausses reliques ou des choses de même. Notamment, je pense, les têtes miniaturisées, là, de certaines tribus. C'est pas vrai? Oui, ça existe. Ça existait, mais c'est pas Ok, toutes qui là, sont là. vraies, tu sais. Non, c'est ça. T'as beaucoup de fraude, mais ouais, ça, c'est c'est dans ça. tout, là. Ouais. Moi, j'ai découvert ça dans Beetlejuice. Oui. Que je Oui. disais, ça fait Mais je veux dire, mettons, comme en Égypte, J'ai la toune dans ta tête. Oui. en Égypte, je pense qu'ils ont... Des fois, ils faisaient des affaires que, comme, mettons, on avait l'œuf que l'Hélène de Troie est née, genre une affaire de même qui était créée, ça se peut-tu? Ah, mais non, mais là, si tu parles de choses comme ça, c'est qu'ils vont dire, oh, on a trouvé ça en Égypte alors que ça vient pas de l'Égypte pantoute. Puis je veux dire, souvent, en fait, au 19e siècle, parce que c'était l'époque aussi où les cabinets de curiosité étaient intéressants, les gens avaient la chance par bateau maintenant de voyager et par train un peu partout dans le monde. Ben, je veux dire, les gens se disaient, ah, j'ai ramassé ça quand j'ai pris l'Orient Express, puis j'étais allé en Turquie. Là, Il arrive puis, avec une sirène qui est un genre... c'est ça. Un bébé cousu. Mais tu sais avec qu'il y a un beaucoup de poisson. monde qui m'envoie des messages sur Facebook des fois avec des objets comme ça, puis tu sais, ils voudraient que tu sais je mette ça sur mes pages, tu sais, puis là je suis déstabilisée, puis je suis comme ok où je leur dis ben écoute moi je considère que c'est une fraude, ou je me la ferme et je choisis la deuxième option par politesse. T'as le droit de croire en ce que tu veux, mais ça c'est ça, tu sais, au 19e siècle ça a été très très populaire ces objets-là vraiment bizarres pour les cabinets de curiosité. Pour aujourd'hui quand les musées commencent à faire des analyses, ben, ils se rendent compte tu sais, que c'est une pièce de telle affaire puis de telle affaire, puis ils ont tout mis ça ensemble, puis qu'est-ce qui se passait? Ben, le monde allait voir ça, puis il payait pour voir l'objet, puis la personne faisait fortune, tu sais, je veux dire, c'est... C'est quoi, selon toi, la plus grande fraude que beaucoup trop de gens ont vu en prenant ça pour du cash? Il y en a pas tant que ça. Moi, selon moi, je reste quand même toujours avec l'idée, tu sais, la fausse autopsie d'extraterrestres, comment ça a marqué, puis ça a cristallisé, ça a cristallisé dans l'imaginaire aussi l'apparence supposée des extraterrestres. Fait que là, maintenant, tu vois Akhenaton pis ses enfants avec ces crânes-là qui s'en vont vers le dieu Aton, pis là, de ça y est, les théories extraterrestres déboulent. Aussitôt qu'un crâne, justement, a l'air un peu déformé, Ils sont comme des Greys. c'est des ça. Greys. Ces trucs-là ont comme été tellement vus puis diffusés justement par la télévision, par des C'est quoi la motivation, ça, c'est un canular ou c'était comme... Oui, finalement, ça a été long avant. Écoute, même Claire Lamarche avait fait un... Ouais, ben, je me rappelle qu'au Québec, il avait fait comme, on a trouvé une deuxième vidéo, puis là, il y avait, j'ai reconnu un acteur dedans qui était comme qui jouait tout le temps des dudes russes dans exactement tout ce qui était tourné au Québec, il avait une moustache. Et je pense que je le sais, que c'est pas lui. Je pense que je sais que c'est pas réel, puis à la fin de l'émission, je pense que c'est avec Claire Lamarche ou un autre show, puis on fait comme, surprise! C'est pas vrai! Puis là, je suis Les comme- fausses nouvelles datent d'il y a vraiment Là, moi, j'ai comme, ben, je savais que c'était pas vrai, il y avait le moustachu qui est dans toutes les affaires. Mais il là. faisait jaser, puis tout ça. Mais ça, je te dirais, en termes de fraude puis de diffusion, c'est dans les plus grosses. Parce que c'est sûr qu'avant, au 19e siècle, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision, ça passait par les journaux ou les publicités. Fait que le phénomène était souvent concentré dans une ville. Mais tu sais, je veux dire, tu partais Fait que, pas mettons, du la Québec ville pour avait- aller à Paris pour voir ça, là, tu sais, je veux dire, ça aurait coûté Fait vraiment une que, mettons, genre, la ville avait un Saint Graal, Oui, mettons. c'est ça. Puis là, genre, il y avait l'épée de toute la table ronde, puis des affaires-là qui me semblent pas c'est exister. ça, ou là, tu sais, fait que- comme, bon, comment te dire, tu sais, si tu veux, dans les plus grandes fraudes, je te dirais que c'est les reliques de l'Église catholique, en fait. Tu sais, il y a toujours cette citation très célèbre et véridique d'Umberto Eco que si on mettait tous les bouts de la croix de Jésus qui existent dans le monde bout à bout, on ferait facilement le tour de la Terre. Elle est grande en maudit, ta croix, là. C'est comme les prépuces de Jésus, parce que il y a des églises qui disent, ah, on a le prépuce de Jésus, mais ils sont plusieurs à le dire. Mais parce qu'ils se disent, ben, il était juif, fait qu'il a été circoncis, fait que, ben oui, c'est sûr que le prépuce a survécu, tu sais. Ce genre de choses-là, mais tu sais, à l'époque médiévale et même au-delà, quand on te disait justement que si tu priais sur des reliques, t'allais te sauver du temps au purgatoire, ben ça en est des fraudes là, de l'histoire, mais je veux dire, ça marchait, là, puis pas à peu près. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, tout dépend de tes croyances, il y a du monde qui se disent « Hey, moi, je m'en vais là parce que je veux prier sur telle relique. » C'est ça. Est-ce que Je c'est la veux vraie prier. relique? Je veux prier au prépuce de notre Seigneur, Ben, s'il voilà. vous plaît. Il me semble que
me semble que si t'as ça, t'es comme... J'assume que quand ces reliques-là, ils associent un pouvoir, une chance religieuse, des affaires comme ça. Mais il me semble que moi, dans mon idée de film d'horreur, c'est comme non, t'as gardé le prépuce du Seigneur, là, de la malédiction s'en vient. Oui. Je trouve que c'est très dangereux de faire ça. Yannick, tu vois ça avec tes yeux d'aujourd'hui. Mes Tu yeux veux te remettre à l'époque. Jadis, avoir le prépuce de quelqu'un d'autre, c'était juste une bonne affaire. Fait que, tu sais, ça a eu des grandes portées, parce que sinon, ben, c'était limité à une ville, puis il fallait que les gens aient les moyens de se déplacer dans cette ville-là pour voir ça. Fait que c'est sûr que la portée, contrairement avec l'ère des communications, est pas la même. Fait que dans l'ère des communications, ce truc d'autopsie d'extraterrestres, ça atteint quand même un certain niveau, là. Ouais. On va être très précis dans ce sujet de Linda Anna Maheu, qui demande un sujet très très précis. Pourquoi entend-on rarement parler de Ptolémée 15, Césarion, fils de Jules César et de Cléopâtre, et dernier vrai pharaon d'Égypte? Oh, ben, parce que Octave l'a fait décapiter, on est pas mal certain. Aussitôt que Cléopâtre meurt, Césarion, ses chances de survie sont assez minces. Donc, faut comprendre que Ptolémée XV est le fils que Cléopâtre a eu avec Jules César. Jules César n'a pas d'héritier direct. On l'appelait l'amant de tous les hommes, la putain de toutes les femmes, des choses comme ça, parce qu'il couchait avec les deux sexes, lui. Si ça peut servir ses intérêts politiques. Mais il n'a pas laissé de descendance, Jules César. Et Cléopâtre, est enceinte au moment où Jules est assassiné en 44 avant Jésus-Christ pour justement provoquer Rome. Elle l'appelle Césarion en disant c'est le fils de Jules César. Alors ça lui donne un titre déjà assez important. Donc quand à la mort de César par testament on déclare Marc-Antoine et Octave son petit-neveu comme étant ses exécuteurs testamentaires et Octave devient aussi son héritier, c'est sûr qu'il va se sentir menacé s'il veut mettre en place ce que Jules aurait aimé faire qui est le régime impérial. Et Octave va y parvenir. L'Égypte en fait c'est ce qui lui manquait pour arriver à Rome assez victorieux, pour arriver à faire les réformes que Jules n'a pas réussi à faire et éviter de mourir aussi en le faisant. Donc, Octave est le premier empereur officiel de l'Empire romain. Donc, c'est sûr que Césarion, après la mort de Cléopâtre, c'est l'ennemi à abattre. Les autres enfants de Cléopâtre et Marc-Antoine, eux, ont été placés, mariés à des grandes familles orientales et tout ça. Ils ont pu vivre comme ils voulaient. Ils n'étaient pas une menace. Mais parce qu'il était du sang de Jules César, c'est sûr que là, on sait qu'il est mort assassiné. On n'a pas le contexte. On a peu de sources, en fait, sur cette époque-là. C'est ce qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Parce qu'à part quelques représentations sur monnaie faites à l'époque où Cléopâtre l'associe lentement au trône, on a très peu de documentation sur ce garçon-là, ce qu'il a fait, ce qu'il aimait. Je veux dire, ça n'existe pas. L'époque de Cléopâtre, d'un point de vue papyrologique, est très mal documentée. Ouais, ça, on sait pas comme combien de fois elle est tombée enceinte, on sait pas combien elle est morte. On a une bonne idée. Cléopâtre, comment elle est morte, on se doute qu'elle s'est empoisonnée, pas par serpent. Mais l'arsenic était un bon choix. Hein? Combien de temps était-elle à Rome? Il y a des doutes par rapport à ça, parce que c'est sûr que c'est pas comme aujourd'hui où, je veux dire, tu laisses ta trace avec ça, puis on peut te suivre. Enfin, elle fait des check-ins. C'est ça, tu sais, tu sais exactement où t'étais, puis tu regardes des fois tes photos d'il y a 3 ans, puis ils te disent, hey, t'étais là à telle heure, tu fais comme, tu sais, ça surprend toujours. Je veux dire, il y a rien de ça. Puis, il y a tout ce qui est à Rome, côté papyrologie, ça disparaît à cause du climat. On n'a pas de papyrus, alors que c'était le papier de l'époque. Donc, on a perdu une quantité phénoménale d'informations pour cette raison-là. Puis c'est sûr que en Égypte, quand Cléopâtre est morte, il y a probablement eu un grand nettoyage documentaire qui a dû se faire aussi pour pas trop laisser de traces de cette femme-là, maintenant que Octave prenait le contrôle. Donc, c'est ce qui fait que Césarion est très mal documenté, qu'on le connaît mal. C'est pour ça qu'on en parle presque pas, parce qu'on sait par 2 sources qu'il y a eu ordre de le faire exécuter. On pense qu'il a été soit strangulé, donc il a vraiment été étouffé, ou décapité, mais encore là, on n'est pas certain. Voilà. Prochaine question, Yannick. Oui. Il n'y a pas de cloche? Oui. Vas-y. On est loin de moi, je ne veux pas accéder. J'ai tout le temps l'impression que vous êtes pas dans votre style habituel quand je suis là, il manque. Non, tu veux dire qu'on écoute quelqu'un sans interrompre? T'as raison. Yves Schwennemann demande quel serait le road trip le plus historiquement intéressant à faire en Amérique du Nord? Oh, il y en aurait plusieurs, mais les maritimes. L'histoire acadienne et tout ça, surtout que Champlain est arrivé en premier avant d'arriver à Tadoussac, avec le fait que pendant la guerre de 7 ans, ils sont quand même passés par Louisbourg en premier. C'était la porte d'entrée vers l'Atlantique. Le mélange aussi qu'il y a eu beaucoup plus
évident entre autochtones ou amérindiens. Maintenant, j'ai plus... En fait, autochtones, faut pas que je dise amérindiens, c'est ça, c'est le nouveau mot. Entre autochtones et population locale, population acadienne, il y a vraiment beaucoup de belles choses à voir dans les maritimes. Fait que les gens, ils pensent pas, ils disent « Ah, les maritimes, tu sais, c'est agricole, puis c'est de la pêche, puis c'est plate. » Mais en auto, promenez-vous, tu sais, à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, puis il y a vraiment des choses chouettes. Il y a la maison d'Anne au pignon vert. Puis elle est plus vraiment originale, mais... Moi, j'ai visité avant qu'elle devienne un gîte avec son cousin, la maison de son grand-père, qui était sénateur du premier gouvernement de la Confédération, sénateur Montgomery. Puis maintenant, c'est un gîte, mais moi, j'ai visité ça avant. Et c'était en quelle année, ça? Parce que je moi, me suis assise sur son lit. Non, pas la maison Pignon Vert, je parle pas de ça. Ah ben moi, je suis allée dans la maison d'Anne au pignon vert. Oui. Et j'ai même une photo avec ma sœur où est-ce que les deux, on porte une perruque rousse. Ah, moi, j'ai pas mis la perruque! J'en ai aussi. Avec les tresses et la petite robe d'époque puis le petit chapeau de paille. Garde ça. Non, j'en ai pas à partager pour l'épisode. Désolée, je vais remettre ça sur moi, j'en ai sur mon cellulaire, parce que je suis allée à la maison, elle a comme été rachetée, un peu reconstruite. Ce que tu vois à l'intérieur, c'est pas les objets d'époque. Puis, je veux dire, tu vois la robe supposée d'Anne avec un géranium, tu sais, tout est comme repensé. Mais il existe, pas très loin, en fait, de Cavendish. Quand tu t'en vas dans French River, il y aura un super beau coin de l'île du Prince-Édouard. J'habite là pas mal à tous les étés, en fait, en vacances. Maintenant, c'est un gîte, mais avant, c'était la maison de la famille Montgomery. Et Lucie Maud est toujours là, chez ses grands-parents paternels, quand elle était en visite. Mais c'est ça. Les maritimes, honnêtement, on y pense pas, parce que ça, quand on pense road trip, on se dit, on va le faire l'Ouest, t'sais. Mais l'Ouest, ça a été colonisé super tardivement. La partie la plus ancienne, en fait, c'est les maritimes, c'est l'Acadie. Puis encore, c'est des fois même du point de vue de l'architecture, les anciennes maisons acadiennes, là, vous allez dire, hey, il me semble que dans le coin de Yamachiche, j'ai déjà vu une maison comme ça. Oui, il y a eu des Acadiens en Mauricie, mais là, vous voyez les maisons originales. Puis il y a un super beau musée des Acadiens qui est assez particulier à l'île du Prince-Édouard. Mais honnêtement, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, pour ça, là, ça vaut la peine. Puis c'est beau, je veux dire, vous longez la mer, le golfe, puis je veux dire, c'est bucolique en même temps, puis les fruits de mer sont vraiment très bons. Un sous-marin pendant la Deuxième Guerre mondiale qui est venu dans l'embouchure du fleuve à hauteur de pointe, en fait, de Cap des Rosiers. Donc, qui est pas mal le bout de la pointe qui donne vers l'île d'Anticosti. Mais il est pas rentré, il est juste allé là puis il est reparti. Non, mais ils l'ont observé. Ouais, puis ils l'ont parce qu'il y avait un phare qui est le plus haut au Canada, mais qui est pas dans la liste patrimoniale. Présentement, on peut pas le sauver. Il y a un des rares en marbre blanc. Cap des Rosiers, Gaspésie. Evelyne, veux-tu toi-même piger un sujet? J'ai comme peur d'avoir la poisse et de pogner quelque chose de... Dis-nous ton poids. Historiquement, c'est la plus grosse. 355 livres. Elle est vide! Je les ai coupés tantôt. Quand je vous dis que j'ai la poisse, j'ai pogné C'est un sujet libre. le papier. Les papiers. Et encore... Caroline, j'ai bien mal fait ça. Ok, c'est quand même très drôle. Il en reste quand même. C'est ça, je suis en train de me demander. Bon, lui, il n'a pas la même forme. Oui, là, ça va. Quel remède de grand-mère connaissez-vous et qui fonctionne vraiment? Oh! De Karine Simard. Je pense, par exemple, que c'est un autre sujet que toi, t'as laissé. Que je peux se retirer. On peut parler de ça. On peut parler de médecine, en fait, à travers le temps. Avec les apothicaires, tout ça, récemment, je pense. Mais comment est-ce que... Surtout celles qui sont des grands-mères, pour rester dans le sujet. Mais moi, je veux juste dire que je peux pas croire qu'à une certaine époque, les saignées, c'était quelque chose qui guérissait comme, tu files pas, tu fais un peu de fièvre, je vais t'enlever 2 litres de sang. Non, on disait que le mal allait sortir avec le sang quand les connaissances médicales. Mais c'est ça, encore une fois, l'objectivité, c'est que... Non, il était débile. C'est ça. Quand tu te mets à la place des gens de l'époque qui, l'Église leur empêchait de faire des autopsies pour comprendre comment fonctionnait le corps humain avant la Renaissance, ça a été compliqué. Puis les saignées, malgré tout, on a quand même toujours gardé un peu l'idée que s'il y a un mal qu'on n'arrive pas à soigner, ben au moins si le sang sort, ben le mal va sortir avec le sang. Tu sais, c'est le réflexe quand t'as pas de connaissances en sciences est pas si idiot quand tu y penses, sauf que les gens réalisaient pas que le sang lui se régénérait pas aussi facilement. Fait que voilà. Donc ça a été un petit peu plus long avant qu'ils comprennent. Mais le pire, c'est que moi, dans la vie, j'ai fait comme 42 dons de sang. Fait que j'en ai perdu du sang dans ma vie. Mais c'est un don d'un demi-litre. Mais
dans la journée, t'es pas mal faible, mais les journées suivantes, ça fait du bien. Je trouve que t'es comme... T'as fait une nouvelle badge de sang. T'as fait une nouvelle badge de sang, ouais. Pour le vrai, je trouve que fait que, tu sais, c'est pas farfelu de croire que ça trouve le sang, puis après, tu sens mieux, fait que tu sens mieux, puis... Ouais, mais tu vas donner du sang quand t'es en forme, tu vas pas donner le sang quand t'es en mono, là. Ben non, comme, il y a une petite différence. Ouais, je suis d'accord avec... Souvent, ils faisaient les saigner, les gens étaient déjà à l'article de la mort. Oui. Puis il y a aussi tout le contexte hygiénique aussi, Ouais. là. Tu sais, toi, c'est fait dans un centre avec, tu sais, tout est aseptisé. Avec des biscuits après. Ouais, aussi. Oui. Tandis que là, tu sais, l'hygiène n'était peut-être pas optimale, Non, là. en Mais effet. je veux pas porter de jugement, Non. là. Mais, Ça, l'hygiène, ben c'est sûr que pour nous autres, c'est épouvantable. Mais encore une fois, tu sais, il faut comprendre que les gens, à une certaine époque, encore sans connaissance scientifique, ont vécu les grandes pestes et comprenaient pas le principe de la contagion en Europe. Il y a vraiment un clash entre l'Europe et le Japon à ce moment-là aussi. Faut penser ça. Le monde est vaste. Puis des fois, on associe une époque à quelque chose quand on va ailleurs, puis c'est complètement l'opposé. Au Japon, ils prenaient des bains chauds tous les soirs. Ils étaient hyper propres, puis ils étaient moins malades aussi, des maladies respiratoires et tout ça, parce que c'est des gens qui se lavaient tout le temps. Quand, dans le fond, les premiers Européens sont arrivés par accident au Japon après avoir fait une circumnavigation, ce qui a inspiré l'histoire de Shogun d'ailleurs, ben je veux dire, c'est le choc, là. Quand les Japonais voient ces Européens-là, je veux dire, qui sont à peu près jamais lavés, crottés, ils les mettent dans des cages dans un fond de sous-sol en se disant que c'est ça, tu sais, puis eux autres, ils voient les Japonais qui prennent des bains puis ils ont peur parce que on a gardé l'idée après les grandes pestes que, sans comprendre tout à fait la contagion, que ça passait par la peau. Et donc, la peau, on était capable de voir qu'elle a des pores quand elle est propre. On le voyait entre autres sur les bébés, les enfants et tout ça. Donc, on se disait, si on laisse une couche de crasse, un fil sur la peau, la maladie peut pas rentrer. Et c'est ce qui fait qu'en Europe, les gens, là, jusqu'à temps qu'on fasse des découvertes sur l'hygiène, Louis XIV, il a pris un vrai grand bain dans sa vie. Il se lavait à la serviette chaude et tout ça, mais je veux dire, c'est son médecin, à un moment donné, qui a vraiment recommandé un bain. On associait ça aux prostituées. Les seuls qui se lavaient en Europe, c'était les prostituées parce qu'elles n'avaient pas le choix. Donc, le bain... ça devait tellement puer, cette époque-là. Oh, la belle-sœur de Louis XIV, la Palatine, elle disait, il sentait la vieille chèvre. Pourquoi tu penses qu'il a... Pourquoi tu penses que le parfum français est né à l'époque de Louis XIV et que c'est devenu la mode? Je veux dire, t'as-tu une idée? Je veux dire... mais il se parfum sur du swing, c'est comme la Puis Louis XIV, tu sais, je veux dire, il baisait en masse, je veux dire, c'était vraiment chaud la paille. Moi, je me dis, la pauvre femme... La sueur avec ça ouais, aussi. Ouais, c'est ça, non. non, mais excuse-moi, un pénis qui n'a jamais été lavé de sa vie, sais. là, je pense pas que ça va arriver, là. Je sais, c'est ça. Les filles, nous autres, on y pense pour ça comme mais en même temps, pense les gars, tu sais, moi, je pourrais dire, ça devait être un peu fromagé, là, tu sais, je veux dire, c'est ça. Tout me dégueule. Elvis aussi, même, à la fin, là, Elvis, de sa vie, à la fin, il se lavait plus. Il mettait Elvis. Ah, ça se peut. Puis il se mettait du parfum par-dessus sans arrêt. Mais lui, il était tout seul à cette époque-là à faire ça. Ouais, c'est ça. Mais Mao Zedong, en Chine, je veux dire, il se brossait pas les dents parce qu'il disait qu'un tigre se lave pas les dents, fait qu'il buvait du thé vert, mais il se brossait pas les dents, il avait les dents vertes. Tu sais, je veux dire, il y en a plein de cas comme ça. Mais côté saleté, ben c'est le gros clash. Le Japon versus l'Europe au 16e siècle. Le Japon est hyper propre, ils prennent des bains vraiment très chauds pour détendre les muscles et tout ça. Ils ont beaucoup moins de stress, ils ont beaucoup moins de maladies aussi. Mais justement, d'où vient toute cette tradition-là des bathhouses japonais? Ça vient de où? Est-ce qu'il y avait comme des geysers ou des sources d'eau chaude? C'est sûr qu'en Asie, t'as accès, c'est ça, à quand même des sources d'eau chaude, mais pour eux, c'est qu'ils avaient réalisé, surtout avec l'entraînement des samouraïs, que l'eau chaude, ça détend les muscles. C'est sûr que si tu t'es entraîné toute la journée à porter ton armure, puis que tu sais, c'est quand même lourd, le bain chaud, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est que là, le muscle se relâche, donc, tu dors mieux, mais en même temps, ben, tu donnes la chance aux muscles de récupérer, puis ils se rendaient compte aussi que pour les guerriers, le lendemain, ils étaient pas mal plus en forme dans un contexte comme ça. Donc, leur observation du monde est pas la même, mais ils ont pas été frappés par la peste. S'ils avaient été frappés par la peste, peut-être qu'ils auraient eu la même réaction aussi. C'est ça qu'il faut... Ouais, mais est-ce qu'ils ont pas été frappés par la peste parce qu'ils se lavent? Oui, peut-être, mais en même temps, non, c'est que le Japon était tellement fermé que les bateaux commerciaux qui ont amené la peste n'ont pas atteint l'île japonaise. Okay. Fait qu'ils ont été épargnés, ils ont eu d'autres maladies, là. Ils en ont eu des épidémies, mais pas de... La peste, c'était... Moi, j'ai été voir cet été, là, 60 minutes de Charles Beauchesne qui parle de la peste noire. Et c'est intéressant, c'est super cool à voir, mais c'est fou comment est-ce que ces gens-là... C'est une malédiction qui tombe sur eux, vraiment, puis ils savent pas comment dealer avec, fait qu'ils savent pas que le corps, après, ben, faut... T'sais, en général, un corps, c'est pas grave s'il existe, mais c'est quand c'est un pestiféré, c'est terrible, tu veux pas le mettre proche de chez vous, mais là, quand le village au complet est pestiféré, qu'est-ce que tu fais?
Genre, c'est fou, là, c'est dégueulasse en plus, là, c'est vraiment comme des grosses pustules, puis c'est vraiment comme un film d'horreur. Ça, c'est les bubons, c'est la peste de type bubonique, là, ça, c'est la pire. Là. C'est ça, fait que, comme, puis en même temps, aujourd'hui, je pense pas encore clair c'était quoi exactement. Il y a eu beaucoup d'études, entre autres, si vous connaissez Fred Vargas, qui écrit des super romans, parce que c'est une médiéviste. Oui. Moi, j'aime beaucoup Fred Vargas, je le dis, l'inspecteur Adamsberg. Mais Fred Vargas, c'est une médiéviste qui a fait des recherches quand même sur la peste. C'est sûr que les rats ont eu un lien à jouer avec ça, mais il y a quand même des contradiction. Est-ce que c'est vraiment la puce qui a piqué le rat puis le rat mordait des gens ou s'ils ont transporté la puce puis la puce piquait les gens? Il y a quand même encore un petit peu de débat sur le mode de transmission. Mais clairement, les rats à bord des bateaux ont contribué à ce que le Moyen-Orient, qui serait l'origine peut-être de la maladie, ait contaminé une bonne partie de l'Europe au 14e siècle. Comment est-ce que les médecins soignaient la peste? Il la soignait pas, il savait pas quoi faire. Ok, c'est ça, ouais. Fait que, des longs c'est le gros masque. Ouais. Mais ça arrive un petit peu plus tard, après la première vague de peste. Ça, c'est quand il y en a eu d'autres vagues qui vont développer ça. Là, vous pensez au film de La Belle et la Bête, je suis pas mal certainement. Ok. Il y a de la peste dans La Belle et la Bête. Dans le film. Le nouveau film de Disney qu'ils ont fait. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça vraiment intéressant, mais le masque de plaie, justement, c'est devenu un visuel qui est devenu plus récurrent dans les 5-7 dernières années d'un jeu vidéo, genre. Oui. C'est juste comme popper hors de nulle part que ce masque-là était plus fréquent. Parce que c'est un code visuel, les gens vont automatiquement l'associer. Ouais. Souvent, c'est des choix. Angoissant, tu vas arriver chez vous pis t'es comme Mais c'est ça que je trouve particulier, c'est que j'ai suivi ça une bonne partie de ma vie pis ça popait jamais, mais dans les 7 dernières années, c'est juste en sortir de nulle part. Mais au début, il faut comprendre que les médecins n'ont aucune idée. Fait que, ce qui est intéressant, par contre, pour le 14e siècle, quand on a vraiment la grosse éclosion là, qui va tuer quand même plus d'un tiers de la population de l'Europe et davantage. C'est fou, pareil. Très rapidement. Tu sais, ce qu'on faisait, c'est comme les gens étaient illettrés, on faisait des peintures, des enluminures, des affiches qu'on mettait dans les rues, puis on montrait, en fait, c'était quoi les bubons. Donc, vous voyez ça, vous êtes en quarantaine. On essayait de communiquer l'information, mais à une époque où les communications, je veux dire, c'est pas comme les alertes qu'on reçoit tests sur nos cellulaires ces temps-ci. Fait que c'est sûr que le temps que les gens réalisent ce qui arrivait, qu'on commence à comprendre que ça se répandait rapidement, puis que le message circule, mais je veux dire, la quantité de gens infectés était juste impressionnante. Là. Fait qu'il y avait pas de remède. On disait aux gens, ils font de la fièvre. C'est un peu comme la grippe espagnole, tu sais, je veux dire, tu passes au travers ou tu passais pas au travers, mais il n'y avait pas vraiment de médicaments contre ça, là, je veux dire, il n'y avait pas de solution. Fait que c'est pour ça que ce que la peste avait d'intéressant, c'est que là, vous pouviez être un religieux, un roi, un noble ou un pauvre, tout le monde y passait. La faucheuse, elle allait n'importe où, voilà. Ouais. Y a-tu eu c'est drôle parce que à cause de la Bible, des gens pensent que l'Égypte a vécu des plaies incroyables. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que les affaires sont... Inquiétez-vous pas que si l'Égypte avait vécu ce genre de plaie-là, elle qui a écrit abondamment, on aurait des informations quelque part. Fait que, mettons, genre, le Nil qui vient du sang, ces choses-là. Imagine! Avec, tu sais, surtout l'époque supposée de Moïse, à peu près Ramsès II, c'est du premier, tu sais, je veux dire, si c'est à peu près ça, c'est une des époques où on a laissé le plus de documentation. Je veux dire, le Nil devient rouge sang. Je veux dire, c'est sûr que même sur les parois d'un tombeau quelque part, on aurait mentionné un événement comme ça. Les premiers-nés meurent en Égypte. Ouais. Je veux dire, catastrophe. C'est sûr qu'il y aurait une documentation papyrologique au minimum là-dessus. Mais une recommandation pour moi, c'est la plus importante. La Bible. La Bible, oui. Ah oui. C'est ça que je crois. Je joue dessus quand je vais à un tribunal. Ouais, fait que t'as pas le choix. C'est ça. Il y a une anecdote que je raconte à mes étudiants tout le temps. J'ai été méchante, mais les Jéhovah ne viennent plus chez moi. Oui. Je suis bannie, je crois. Comment ça? Parce qu'à un moment donné, c'était un lundi de Pâques, premier jour de printemps, pas mal, où je vais mettre mon linge sur la corde. Je vis en campagne et ce moment béni de l'année où la première fois tu mets ton linge sur la corde, c'est qu'il va se sécher, sentir bon. J'aime ça. Alors, c'était un moment tranquille. Puis là, il y a 2 filles qui arrivent, de l'âge de mes étudiantes de cégep en plus, ben mignonnes. Mais là, je vois le pamphlet dans la main, j'étais comme, oh non. Et que là, je les regarde, je dis oui. Elle dit, bonjour madame, est-ce que vous savez que l'archéologie a prouvé que tout ce qui était écrit dans la Bible était vrai? Puis là, je suis partie à rire. Je veux dire, je suis la pire personne à qui dire ça. Je veux dire, mais t'es vraiment mal tombée, chérie. Puis là, j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Puis là, je les ai fait asseoir dehors à ma table de pique-nique. Puis là, je leur ai parlé un petit peu de ce que je faisais dans la vie et tout ça. Puis là, j'ai voyé qu'ils étaient un peu secoués que moi, qui vis en campagne, dans le fin fond des bois, je sois éduquée. Très éduquée en comparaison. Et là, ben,
suis allée chercher des textes qu'on appelle... Un ordinateur. Non, des livres où je leur ai montré des manuscrits qui n'avaient pas été sélectionnés dans la Bible, mais qu'on a. Des évangiles de Saint-Jean qui parlent de Jésus qui embrasse Marie-Madeleine sur la bouche. J'ai dit, tiens, je vais choisir celui-là, puis je vais les casser à vie. Puis ça a marché. Elles sont parties un peu à pleurer, puis elles ont quitté. Et j'ai jamais eu de témoin de Jéhovah chez moi. Ils ont pleuré? Ben là, j'imagine que oui, parce que pour tu eux, lis que Jésus embrasse la prostituée, ça va pas bien. Puis c'est bien écrit, Évangile selon Saint-Jean, puis ils comprennent pas que j'ai ça dans un livre. Alors que eux, la documentation est quand même assez contrôlée. Fait que là, wow! Mais là, comment ils vont, ces deux petites filles-là, maintenant? J'en ai aucune idée. J'espère juste avoir réveillé chez elles l'esprit critique et qu'elles ont quitté le mouvement. Mais ça, Ou ils sont peut-être devenus horny. Peut-être Ils sont comme, je pense qu'il faut qu'on embrasse d'autres mondes maintenant. Ils ont décidé de vivre leur vie différemment. Mais j'étais pas au courant qu'il y avait des passages pas effacés. La Bible, c'est un choix de texte qui a été fait au Moyen-Âge. Je veux dire, il y en a plein de textes qui n'ont pas été conservés ou sélectionnés. D'ailleurs, la Bible protestante n'est pas tout à fait la même que la Bible catholique parce qu'on a fait des choix de textes différents. Faut accepter ça. La Bible a choisi les textes en fonction du message dogmatique qu'elle voulait envoyer. Puis il y a certains textes, justement, qui allaient modifier son discours qui n'ont pas été retenus. Il existe un évangile selon Judas, on a ça sur papyrus. Il y en a plein des textes qui étaient écrits à l'époque, mais soit ils les connaissaient pas au Moyen-Âge ou les ont tout simplement pas retenus. On appelle ça des textes apocryphes. Apocryphes, c'est dans le fond des textes de l'époque biblique, qui ont souvent un lien aussi avec le Nouveau Testament, mais qui n'ont pas été retenus, mais qu'on étudie et qu'on a dans d'autres recueils. Son nom canon. Non, c'est ça. Ouais, voilà. Comme vos vieux romans de Star Wars. C'est pas Legend. Shadows of the Empire, ça existe plus. Hey, on va prendre une petite pause, drette là. Puis après, on parle d'Assassin's Creed. Oui, parce que votre temps roule! Oui, absolument, absolument. Non, il reste encore... Alors, C'est le temps du troisième segment. Pierre-Luc et moi, on a parlé de lutte, et alors c'est temps de recommencer. Un peu d'histoire aussi, il faut partager l'histoire. l'histoire de lutte. Oui. alors La semaine Evelyne, tu prochaine, pourras enseigner ça à tes étudiants. la semaine prochaine, on parle de la guerre la plus importante, la guerre des lundis soirs. Mais regarde lundi soir, ouais. Si vous Oui. voulez ça sur Patreon qu'on parle de l'histoire de la lutte, ça va être extrêmement le fun pour nous et peut-être pour vous ou peut-être pas. C'est un gros 50-50. Mais prochain sujet, Evelyne, on s'en est fait parler et reparler, puis même quand je suis venue enregistrer chez toi le Patreon, on s'en est encore fait Puis parler. même dans les sujets, il y en a qu'on n'a pas pigé, mais il y en a qui parlent de ça. Fait qu'on va plonger tout de suite, puis on va y aller un peu lousse. Ben oui. Assassin's Creed. Mais comment tu as commencé à travailler? Parce que tu en parles un peu justement dans le Gab Rencontre sur Patreon, mais comment c'est Gab arrivé? rencontre, ça devrait juste s'appeler Gab Evelyne, là. Je rencontre À personne partir de d'autre. maintenant, ça va s'appeler comme ça. Je vais faire du hard de vous deux ensemble. Ça va être cool. Mais c'était-tu la première fois que tu faisais de la genre de consultation pour un jeu ou pour quelque chose qui n'a pas rapport? Comment tu t'es fait approcher, hein? Ouais, comment ça a fait ça? C'est une drôle d'histoire, là. Je veux dire, les gens pensent tout le temps, tu sais, ça, il y a beaucoup de monde qui vont en histoire puis qui se disent, hey, moi, je veux faire comme elle, puis tu sais, je vais envoyer mes CV puis les médias vont m'embaucher, ça marche pas de même pantoute. Ils viennent te chercher. Fait que, voilà. C'est comme ça que ça marche, c'est des hasards dans la vie, là. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'était le 10e anniversaire d'Assassin's Creed, donc de la franchise Assassin's Creed. Il voulait, le directeur créatif qui était Jean Guédon voulait l'Égypte de Cléopâtre. Il y a comme une bulle qui est passée au cerveau, puis il s'est dit, moi, je vais amener le jeu vraiment au début, les origines, ça le dit, là. Puis on va faire ça à l'époque de Cléopâtre, quand l'Égypte est comme vraiment en conflit avec Rome, puis que c'est international, méditerranéen, puis c'est l'Égypte, mais l'Égypte grecque, puis bon, tu sais, c'est quelqu'un qui aime l'histoire. Les gars d'Assassin's Creed et les filles aiment l'histoire, là, pour faire des jeux comme ça. C'est comme ça qu'ils renouvellent justement les jeux, c'est en les mettant dans des différents contextes historiques. Oui, mais leur motto, c'est l'histoire comme terrain de jeu aussi. Mais comme terrain de jeu, pas l'histoire nécessairement toujours véridique, mais comme terrain de jeu. Mais là, il y avait une volonté peut-être d'amener un volet éducatif aussi, là, qui est le Discovery Mode ou Tour, qui est la première fois là, que vous allez que vous pouvez expérimenter ça dans un des jeux, il n'y a pas d'assassin, puis vous vous promenez, puis vous apprenez, là. Il y avait ça derrière la tête aussi quand le projet est né, puis il m'entendait à Radio-Canada depuis quand même un bon bout de temps, puis il se disait, à un moment donné, j'aimerais ça qu'elle vienne travailler avec mes équipes, au moins pour leur faire vivre l'histoire du pays qu'on choisira ou de la ville qu'on choisira, et le hasard a fait en sorte qu'il est allé sur LinkedIn puis il a dit sa spécialité c'est l'Égypte gréco-romaine, en plus elle travaille sur les oasis, puis notre assassin a décidé qu'il habitait dans l'oasis de Siwa. Je veux dire, j'avais une spécialité un peu hors du commun, honnêtement, et que là il s'est dit ben là il y a pas le choix, puis il dit en plus elle parle français, est ici, donc pour venir faire des conférences de Deschambault-Montréal, c'est quand même pas si mal. Fait que LinkedIn ça sert à quelque chose. Occasionnellement. Oh. Ouais, occasionnellement.
j'avoue que je le mets pas très à jour, mais j'essaye, là. Je pense mais... que t'es officiellement la seule, la première qui a trouvé un contrat sur Ben, il m'a contacté par là, mais il aurait pu me contacter sur Twitter aussi, mais c'est passé par LinkedIn. En fait, c'est qu'il m'a fait une demande sur LinkedIn, puis là, j'ai vu directeur Assassin's Creed, j'ai fait, bon, je vais l'accepter. Il faut aller dans une poche. C'est comme ça que le contact s'est fait. Puis c'est ça. Dans le fond, là, c'est hyper secret, hein, c'est hyper contrôlé. Faut pas que ça sorte. Puis ceux-là, ils ont pris plus de temps pour le faire aussi. Ça a été un petit peu plus long avant de le sortir. Il fallait vraiment que ce soit confidentiel. Est-ce que le travail commence avant qu'ils annoncent que c'est en Égypte? Tu sais, est-ce que ben oui! Mon Dieu, ça fait longtemps que le travail est commencé. Des fois, ils peuvent juste annoncer, hey, le prochain, ça va être en Égypte. Ah non, mais ça fait facilement 1 an et plus que le projet est amorcé. Ben oui. Toi, ton apport, est-ce qu'il était l'histoire qui ces personnes-là peuvent pas coexister parce que ça fait pas ou il y a plein de choses. En fait, j'ai eu un mandat, je pense, un peu plus complexe que d'autres historiens qui ont collaboré parce que combien d'historiens? Excuse-moi, j'en ai tant de questions. Peut-être, je sais pas, peut-être une dizaine de spécialistes au total, parce que c'était des spécialistes d'architecture, d'archéologie, mais surtout des spécialistes aussi en termes de hiéroglyphes, qui est moins ma branche. Moi, je fais vraiment le volet histoire, construire le world, le monde, la plateforme, vu que ma branche c'est l'environnement égyptien, tu sais, il y avait beaucoup de choses à aller chercher là-dedans. Donc c'est sûr que la première job, ils m'ont présenté leur idée de fou, ce qu'ils avaient présenté à Paris, puis j'ai fait, vous êtes cinglés. Je leur ai carrément dit ça, j'ai dit, c'est la période la moins documentée. Il dit, ben justement, ça nous donne des petits trous pour des fois, des libertés. Je fais, et voilà, là, je venais de comprendre la twist. Puis c'est ça, au début, ce que je faisais, c'était des conférences en anglais qui étaient filmées puis envoyées à leurs équipes, parce qu'ils ont des équipes quand même qui les aident partout dans le monde. Où là, le but, c'était d'essayer de faire vivre l'Égypte de cette époque-là à des gens qui font de la programmation. Est-ce que tu parles bien anglais? Ben, j'enseigne en anglais, mais je dis pas, tu sais, je veux dire, j'ai un accent, puis je l'assume, puis je veux dire, des fois, je cherche un mot ou quoi que ce soit, mais je veux dire, ça va, là, je veux dire, j'enseigne bilingue au cégep, là, je veux dire, je me débrouille. Ça aurait pu être full laborieux aussi, là. When you're in Egypt, when the pyramid, there's sand and I'm able to talk about snowstorm in ancient Egypt without a problem, okay? It's okay. And shit, snowstorm and shit. In ancient Egypt. Non, c'est ça. Ça va, tu sais, ça va. Mais tu sais, c'est sûr que t'es filmé, fait que t'es comme un peu gêné, mais tu sais, ça allait. Puis j'avais je faisais des PowerPoint costauds que je leur donnais aussi avec des images et tout ça. Fait que ça, c'était le départ. Donc, c'est quoi l'Égypte à l'époque de Cléopâtre pour qu'ils comprennent, tu sais, qu'il y a le volet grec, qu'il y a le volet juif à Alexandrie, mais il y a les villes égyptiennes qui sont pas du tout comme les villes grecques. L'environnement ressemble à quoi? La faune, la flore. Puis après ça, une fois que ça c'est fait, parallèlement à certaines des conférences, ben là, je travaillais avec le directeur artistique, qui est Raphaël Lacoste, qui dessine de manière quand même assez exceptionnelle. Correct. Raphaël, ça va bien son affaire. Mais là, je travaillais avec son équipe, là, des fois, il me disait, bon, ben, OK, là, le grain de sable, dans telle région, faudrait que les couleurs, ça ressemblerait à quoi? Les tuiles de toit de la maison grecque versus les tuiles de toit d'une maison en Égypte, puis la maison pauvre égyptienne versus une maison riche égyptienne, qu'est-ce que je fais? Le jardin devrait avoir quelle apparence? Puis là, tout est comme, tu sais, dans la vie, je travaille sur l'histoire, mais là, ça, reconstituer ça, t'apprends aussi. Là, tu sais, là, j'étais dans les thèses de doctorat, puis je fouillais pour essayer d'être sûre d'être le plus près possible de la réalité. Tu sais, reconstituer la bibliothèque d'Alexandrie, dont on n'a jamais eu d'image. Ben là, on savait que celle de Celsus à Éphèse, l'architecture avait été inspirée de celle d'Alexandrie, fait qu'on s'est basé sur ça. Mais je savais aussi que celle de Pergame avait probablement été inspirée aussi par ce qu'on appelle le centre-ville d'Alexandrie, fait qu'on est allé voir les reconstitutions de ça. On savait aussi qu'il y avait des villas romaines qui tripaient sur Alexandrie à l'époque. C'était vraiment une des plus belles villes de Méditerranée qui ont peint les balcons, les maisons d'Alexandrie sur leurs murs. Fait qu'on est allé chercher ça pour essayer de leur donner un visuel, une idée des couleurs, de comment reconstituer le monde. Ça, c'était un autre volet. C'est cool aussi, c'est que dans la bibliothèque, je joue ce temps-ci à Assassin's Creed, et c'est cool, c'est que quand tu rentres dans la bibliothèque, c'est vraiment grand, tu sais, c'est cool, et à un moment donné, tu te promènes, et là, il y a une grande porte, puis là, tu tombes sur le phare qui est vraiment loin, mais qui fit, puis c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça super beau. Je trouve ça vraiment cool. Donne une idée aussi de ce à quoi ça aurait pu ressembler. Il fallait qu'ils créent un monde qui n'existe plus, dont on n'a pas de vestiges, contrairement à d'autres sites aussi. Tu sais, je veux dire, Londres ou Paris, il reste que le plan des rues existe. Aujourd'hui, Alexandrie, c'est plus du tout la même ville. Puis je veux dire, il y a une partie de la ville qui, au gré des tremblements de terre à la fin de l'Antiquité puis au Moyen-Âge, toute la partie en fait grecque, où on avait les tombes des Ptolémées et tout ça, c'est tout tombé dans l'eau, le phare, etc. Là, c'est sûr qu'il y a de l'archéologie sous-marine où on a les morceaux, on est capable d'avoir une idée,
mais je veux dire, à reconstituer, c'était pas évident non plus. Rien que les couleurs. Non, ils ont pas pu. Présentement, surtout si on recule il y a 4 ans en Égypte, je veux dire, il y avait eu un attentat, il y a un avion qui s'est crashé. Bon, tu sais, c'était pas. Et envoyer une équipe, l'Égypte aurait difficilement pu les protéger aussi, je crois, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, c'est pas 3 personnes, tu sais, c'est quand même pas mal de monde, tu sais, qui serait parti. Non, tu sais, je veux dire, mais en même temps, ils ont accès, point de vue technologique, aux images. C'est comme s'ils sont sur place, tu sais, on filme, tu sais, bon, il manque pas de matériel pour le faire. Puis, ils travaillent avec plein de spécialistes qui sont déjà allés, fait que c'est sûr que ça aide aussi. Mais d'habitude, il y en a quelques-uns qui se déplacent au minimum, là. Mais c'est ça, la situation politique et internationale et autres en Égypte était peut-être pas c'est ça, l'idéal à l'époque. Mais l'autre gros défi, c'était le Sphinx. On savait qu'il était coloré dans l'Antiquité. Il reste quelques petites traces de couleurs. Mais à l'époque de Cléopâtre, je veux dire, le Sphinx, il y a presque 3000 ans. Fait que là, ça veut dire que les couleurs sont là, mais sont délavés. Fait qu'il fallait qu'on s'assure qu'il soit coloré, mais on voit que le sable l'avait vraiment enrayé puis délavé pendant vraiment longtemps. Il a encore son nez, je pense. Oui, il faut qu'il ait encore son nez. Il a l'air d'un cartoon un peu, justement, parce que là, quand on le voit coloré, on capote. Mais je pense, la grande force d'Assassin's Creed, c'est que les gens réalisaient que l'Égypte était polychrome. Les temples, tout était coloré. Je veux dire, aujourd'hui, c'est parce que quand on y va, le sable est abrasif. Il a tout nettoyé ça. C'est quand on rentre à l'intérieur des temples, en fait, qu'on voit les plafonds, qu'on fait comme OK, c'est vraiment coloré. Imagine quand c'était pourquoi t'as avec le nez qui est arrivé? Le nez? Le nez, en fait, c'est qu'à l'époque de Napoléon, quand ils ont commencé à le désensabler, la gravité ou a fait en sorte, tu sais, je veux dire, c'est comme les statues grecques et romaines, souvent le nez cassé puis les bras, pourquoi? Tu sais, ils tombent en pleine face, là. Je veux dire, s'il y a un tremblement de terre ou quelque chose. Fait que le Sphinx, tout simplement par le poids du sable, du temps, c'est sûr que c'est ce qui est tombé. Non! Combien de fois je me fais dire ça dans ma vie? Tout le monde... Parce que Obélix, il a existé pour oui, vrai. Mais tu vois, le Sphinx, c'était un gros défi quand même puis je veux dire, les pyramides avec leurs revêtements, parce qu'on sait que le revêtement calcaire a été enlevé au 19e siècle par le sultan Mehmet Ali pour son palais, puis il a laissé juste un petit bout en haut de Képhren pour donner une idée de ce à quoi c'était à l'origine. Il fallait qu'on remette le revêtement calcaire, mais encore une fois usé, parce que les pyramides ne servaient plus puis étaient là depuis super longtemps. Fait que, tu sais, il y a plus de temps entre Cléopâtre et les pyramides que Cléopâtre et nous. Fait que il fallait qu'on prenne ça en considération. Fait que c'est tous des détails... C'est hallucinant. Il faut pas que ce soit neuf, mais faut pas que ce soit vieux. Comme moi, ma job, c'était de leur faire réaliser ça, puis eux, aller chercher les données ensuite, pour les couleurs, là, avec des spécialistes qui avaient travaillé sur le Sphinx, pour être sûr de s'approcher d'une certaine réalité. Puis, à travers ça, est-ce que t'as comme... tu t'as parlé que t'as été dans des thèses, enfin comme ça. Y a-tu un coin ou un genre de détail que t'avais jamais vraiment pu creuser là-dedans? Fait que là, tu t'es décidé... T'as-tu comme pu te faire plaisir, comme je me suis toujours demandé cette affaire-là, puis vu que ça marche bien avec cette job-là. Architecture, oui, tu sais, je veux dire, quand on fait des cours, ou même quand on travaille, en histoire, c'est pas le volet, en fait, sur lequel on travaille le plus, le côté visuel comme ça. Fait que c'était quand même intéressant d'essayer d'imaginer la bibliothèque d'Alexandrie en fonction des données historiques puis des sources et tout ça. Le tombeau d'Alexandre, les tombeaux des Ptolémées, c'est là, vous allez pouvoir voir ça. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de sources, mais là, je suis retournée lire les textes originaux, puis après ça, je suis retournée lire les textes arabes pour être sûre de ce qu'ils disaient à leur époque, parce que, c'était encore là, parce que c'est tombé dans l'eau plus tard. Fait que ça, c'est des connaissances, je veux dire, que je savais en surface, mais là, que j'ai vraiment creusé en détail. Puis, je veux dire, ça allait jusque... ma spécialité, c'est quand même les oasis, le désert et tout ça. Tu sais, ça me permettait quand même d'aller un petit peu plus loin sur l'endroit où se trouvaient certaines sources d'eau, les différences, justement, de couleurs de sable entre les oasis, parce qu'il y a vraiment des grandes variations. Fait que moi, c'est sûr que je trouvais ça intéressant, là, mais c'est parce qu'en même temps, des fois, c'est rush. C'est ça qui est spécial. C'est que des fois, t'es 2-3 semaines sans entendre parler d'eux, puis tu continues ta vie, puis là, à un moment donné, bang, 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 les diapos arrivent, puis là, faut que tu commandes, puis tu dises, c'est de la merde, ou OK, ça a de l'allure, voulez-vous bien me dire pourquoi vous avez fait ça? Puis là, tu sais, là, faut que tu fasses comme ton rapport, puis tout ça. Puis quand, là, ils ont des questions, puis ils sont sur quelque chose, puis ils bug, là, les courriels rentrent. Puis des fois, j'y recevais de 2-3 équipes en même temps, ou des fois, ça arrivait d'ailleurs dans le monde. Puis là, j'étais comme, OK, c'est beau. Puis là, des fois, tu sais, il faut que tu leur dises, je m'excuse, ce que tu viens de faire là, ça marche pas, tu sais. Je veux dire, il y a eu en particulier une équipe à l'international, mais c'est pas Montréal, mais qui avait fait, maintenant le jeu est sorti, je peux en parler plus, mais qui avait fait une reconstitution du plateau de Gizeh où ça ressemblait à une jungle mexicaine. Fait que j'ai comme,
Non. Puis c'est ça. Le plateau, c'est l'espèce de truc commerçant devant le Sphinx. Le plateau de Gizeh, en fait, c'est que pourquoi les pyramides sont construites là, c'est que c'est un immense plateau, en fait, grès et calcaire. Puis c'est ce qui fait que les pyramides restent droites. Alors qu'il y a des essais qui avaient été faits ailleurs dans le désert à Dachour et tout ça, où on parle de pyramides rhomboïdales, c'est qu'elles se sont arrondies parce qu'une fois qu'ils avaient presque fini de la faire, le sable bouge un peu, puis la forme... Ça devait être tellement... Ben, c'est ça! Il faut vraiment y penser! Je peux pas imaginer que ça m'arriverait, moi, en tant que bâtisseur de pyramide. Ah, non! Snefrou, mettons que le fils de Khéops, là, quand il a essayé ça, il était pas content, il a fait 3 essais de pyramide, mettons que ça a coûté cher. Mais la pyramide est encore là, c'est elle qui il y en a 3. C'est elle qui est penchée, là, qu'on peut... La rhomboïdale, c'est celle qui s'est arrondie. Il y en avait essayé une sur un autre modèle, mais encore une fois, ils se sont rendus compte que si la continuait, elle allait prendre s'enfoncer comme la tour de Pise. Fait que c'est ça. Ils ont fini par réaliser pourquoi Gizeh était le meilleur endroit pour construire d'aussi gros monuments. C'est que c'est un immense plateau rocheux qui est très stable. Et c'est ce qui fait qu'elle est toujours aussi droite. Les 3 sont aussi droites encore aujourd'hui. C'est ça l'explication, c'est la logique. Fait que, voyez-vous, il y a de la logique derrière tout ça. Là. Le monde, il pense tout le temps, tu sais, que ils ont plein de théories un peu loufoques parce qu'ils disent, on les a pas les informations, ça reste mystérieux. Non, on les a. C'est juste que lire l'information, ça peut être vraiment plate. Vous avez pas envie d'aller lire ça nécessairement. J'avais même jamais pensé qu'il fallait un plancher qui a de l'allure pour construire. Moi aussi, j'aurais été dans ton équipe, Yannick. Nos pyramides. Non, mais t'as des blocs. Personne qui a pensé à les construire ici, on va le faire. Puis là, ben, c'est ça. T'as des blocs de 2,5 tonnes, tu sais, faut quand même y penser. C'est gigantesque, là. Je veux dire, c'est des dizaines de milliers de blocs. Ça pèse une tonne, ça. Il y a quelque chose quand tu joues au jeu qui est le fun, c'est qu'il y a des feelings différents dépendamment de où t'es. Dans le sens que, non seulement dans l'ambiance générale, que c'est pas pareil Siwa, que c'est pareil à Crocodilopolis. Crocodilopolis. Je sais plus c'est quoi la patente. Bref, c'est pas le même feeling qu'à Memphis non plus. Ouais. Mais aussi... C'était voulu, ça. Ouais, c'est ça. C'est très cool, mais ce que je trouve bizarre, pas bizarre, mais particulier aussi, c'est que à quel point que les enfants sont aussi différents dans l'interaction des missions. Ils sont souvent laissés à eux-mêmes dans certains endroits moins fortunés. Et se dire plus souvent avec des enfants schnappants qui font des choses à des endroits, alors que, mettons... Alexandrie, il n'y a pas ça, mettons. Ben, c'est sûr que là, dans le monde grec, tu sais, ils ont plus d'éducation. Ben, c'est pas que les enfants égyptiens n'étaient pas éduqués, mais là, c'est le système grec. Fait qu'ils ont voulu jouer là-dessus. C'est sûr qu'aussi, il faut qu'ils te mettent des... Tu sais, quand tu changes de tableau, il faut que tu aies des missions, il faut que tu vives des choses différentes. Donc ça fait partie de leur mission à eux, tu sais, de s'amuser avec ça, de dire à telle ville, il va se passer telle chose, à telle ville, on veut mettre l'emphase là-dessus. Fait que quand tu me le disais, ben là, on vérifiait quand même si c'est avec un certain bon sens. Mais moi, j'ai rien à voir avec les interactions avec les enfants. J'ai de quoi voir avec les hippopotames, mais pas avec les enfants. Ouais, moi, j'ai 2 questions d'ailleurs. Dans le jeu, là, de quoi est-ce que t'es le plus fier? T'es comme, oui, ça, c'est cool, ça ressemble, c'est parfait, ça, je suis fière de ça. La bibliothèque d'Alexandrie, quand même, est hot, là. Ouais? C'est ça, t'es comme, c'est parfait, c'est dans ma tête. Pour avoir essayé de la reconstituer, enfin, vu que Raphaël a beaucoup travaillé avec celle de Celsus à Éphèse, oui, j'étais contente du résultat. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a eu tellement de reconstitutions moches de ces bibliothèques-là où le monde a imaginé plein de choses. Je trouvais que même si on ne sait pas exactement à quoi elles ressemblaient, on se rapproche de quelque chose qui est probable. Fait que ça, j'étais super contente. Puis les couleurs. Le fait que là, les gens découvrent un monde qui est coloré. Puis c'est quelque chose qu'on pense pas quand c'est l'Égypte. Ça, pour moi, c'était un gros coup pour éduquer le public. Puis le fait que les gens réalisent qu'à l'époque de Cléopâtre, t'es plus à l'Égypte des pharaons, puis qu'il y a des Grecs, il y a des Juifs, Roms arrivent là-dedans, puis que donc ça change les interactions aussi entre les classes sociales, mais aussi entre les ethnies. Ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose, je veux dire, quand un prof au primaire décide de parler un peu de l'Égypte, il touche pas à ça, là. Puis je veux dire, si tu touches pas à l'Égypte dans ta vie, ce qui est très probable, malheureusement, ben c'est la seule image que tu gardes. Puis les gens pensent juste Néfertiti, Cléopâtre, puis ils pensent que, tu sais, dans le fond, Khéops, Ramsès, Cléopâtre, puis Toutankhamon, ça a tout vécu à la même époque. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là intéressant de montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà très vieilles quand elle a vécu et qu'elle est grecque aussi. Donc, ça, c'est sûr que côté éducation, pour moi, c'est des gros coups, là. C'est important. Puis, qu'est-ce que t'as vu dans le jeu que t'as fait? Mais non. Le combat de gladiateur, mais il m'avait prévenu, puis là, j'ai essayé de lutter. J'ai dit non, vous pouvez pas faire ça. Ils m'ont dit, écoute, celle-là, tu la gagnes pas. Parce que les gens, vu que ça touche un peu au monde romain, ils vont s'attendre à avoir un combat de gladiateurs, même si on sait qu'on est un petit peu anachronique, mais on sait que il y avait des territoires, tu sais, des possessions romaines en Libye à ce moment-là, fait qu'on n'est pas trop loin géographiquement. Tu sais, ils ont étiré la sauce, là. Ça, j'avoue que moi, ça me graffine. Tu sais, ça me dérange. Je sais pourquoi ils l'ont fait. J'étais prévenue. À Cyrène et
avec Crocodile machin. Ben, à Crocodilopolis, t'en aurais pas eu, tu C'est sais. ça. C'est ça. À Sirène, oui, mais pas à Crocodilopolis. Fait que c'est sûr que ça m'a un petit peu dérangé, je te dirais. Là, en fait, c'est le gros morceau. Puis c'est sûr que l'apparence de Cléopâtre, on est plusieurs à s'être dit, OK, tout le monde va nous rentrer dedans, c'est trop belle. Moi, ça prend la chose. J'avais dit, si vous en faites une bimbo, j'embarque pas. Puis au début, les dessins étaient un peu plus sobres. Tu sais, c'est sûr que je m'attendais pas à ce qu'elle soit laide, là, mais je veux dire, elle était normale. Puis quand Paris a vu ça, ils ont dit non, le jeu se vendra pas, faut que Cléopâtre soit cute, puis on l'a perdu. Puis tu sais, le nombre de spécialistes d'histoire ancienne qui nous ont écrit, on est plusieurs, là, hey, comment ça que vous avez laissé que Cléopâtre être de même? J'ai rien pu faire. J'ai pas de contrôle là-dessus. Je veux dire, moi, je conseille, mais j'ai pas de pouvoir décisionnel ou exécutif sur le jeu. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que... Mais ça, je suis curieux. Ça me dérange un peu. Pourquoi qu'il y a justement cette idée-là dans la pop culture que Cléopâtre était aussi belle que ça? Pourquoi ça perdait? C'est-tu parce que... C'est pas écrit dans les sources, c'est qu'on disait qu'elle était envoûtante. C'est parce qu'on se dit que pour avoir réussi à séduire Jules César et Marc-Antoine, elle devait être cute. En fait, dans les sources, ils disent jamais qu'elle est belle, puis quand tu regardes ses bustes, ses monnaies, tu te rends compte que elle avait les traits peut-être même un peu masculins, mais... le Jules César, lui, il était à voile ou à vapeur anyway, fait que... Et voilà! À voile ou à vapeur? J'aime bien l'expression. Oui, moi. Mais c'est ça, tu sais, c'est le fait que les sources romaines vont la traiter de sorcière, tu sais, les envoûtent, fait que les gens vont faire malheureusement à la Renaissance l'association que une femme qui envoûte, c'est nécessairement par sa beauté. Alors, quand tu lis les sources antiques, entre autres Plutarque, ce qu'il dit, c'est qu'elle surprenait par son intelligence, elle était polyglotte, elle parlait plein de langues. Est-ce que c'est vraiment comme un exemple de Jessica Danto, dans le fond? Et qu'elle avait une voix comme un tintement de clochette. C'est-à-dire, quand elle parlait, les gens étaient comme un peu... ébahis. Oui, mais jamais c'est mentionné dans les sources antiques que c'est une très belle femme. On n'a pas ça. Ça n'existe pas. La fois, c'est vraiment un exemple parfait de ce que Jessica disait. C'est que pour nous, ici, une femme qui est charmante, ça veut dire qu'elle est Elle belle. est belle. Puis c'est parce qu'à la Renaissance, quand on va redécouvrir les sources antiques, on va redécouvrir l'histoire de Cléopâtre à travers ces sources-là. Shakespeare va faire la pièce de théâtre, va même s'en inspirer pour l'histoire de Roméo et Juliette en plus. Je veux dire, c'est sûr que c'est une époque où automatiquement, tu sais, on se pose même pas la question. C'est sûr qu'une reine, elle va être belle, tu sais, alors que, bon, la reine Élisabeth, on s'entend qu'à l'époque de Shakespeare, enlève-y son blanc de cinabre qu'elle a dans la face, là, puis c'est pas si chouette que ça. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'en plus, on va découvrir son histoire à travers Shakespeare, donc elle est hyper romancée. Puis c'est ce qui va la teinter, là. Puis quand le 19e siècle arrive avec l'orientalisme, ben là, les peintres veulent peindre l'Égypte, les ruines et tout ça, puis quand ils peignent Cléopâtre, ben tu sais, je veux dire, c'est la totale, là. Ils la peignent comme les statues de déesses. Parce que c'est ça le modèle qu'ils ont. Puis ils ont continué aussi à véhiculer tout ça. Et c'est comme ancré de génération en génération. Ça, c'est juste dans la tradition populaire, ouais. Dans le jeu, ils ont fait en sorte que le personnage principal est un Medjay, qui disent... c'est quoi un Medjay? C'est un guerrier protecteur. Un genre de shérif. Ouais, ben, les guerriers Medjay, c'est des guerriers qui, en fait, travaillent pour l'État. C'est sûr que là, dans ce cas-ci, il est dans une oasis, fait que c'est plus police locale, là, mais je veux dire, dans les faits, ils sont là pour protéger l'élite royale. C'est des guerriers. Donc, c'est comme un corps, des gardes du corps. Ok, ça se peut. Oui, okay. Les Medjay, oui, mais plus l'époque pharaonique. Il fallait qu'ils bougent un petit peu, là, tu sais, pour la quête. Là, ça, de toute façon, je voyais pas le scénario. Il a fait que Ptolémée est longtemps un méchant dans le truc. Est-ce que le frère de Cléopâtre? Ouais. Est-ce que tu trouves ça de là? Ça trouve ça de sens? C'est vraiment un trou de cul. Okay. Tu vas parler maintenant? Tu vas parler de lui pour que les gens qui vont jouer l'aiment encore moins. C'est parce que, tu sais, son père les a mis sur le trône, elle et son frère. Puis je veux dire, c'est son frère, évidemment, parce que c'était un gars qui voulait le pouvoir avec son entourage aussi. Cléopâtre était très intelligente, puis elle voyait que son frère était un imbécile, puis elle voulait le tasser de là. Ça a créé une guerre civile. Cléopâtre est exilée. C'est comme ça qu'elle va se faire ramener en Égypte, qu'elle va rencontrer clandestinement César, très probablement pas rouler nue dans un tapis. Ça aussi. Ah oui, c'est vrai, là-dedans, il y a cette affaire-là. C'est bon. Mais c'est pour ça qu'elle a besoin de César pour ça. Mais Ptolémée XIII, en plus, c'est que c'était l'allié à l'époque de Pompée, qui est l'ennemi de Jules César, pour arriver à créer le premier régime impérial. Ils sont un peu en compétition de personnalité et d'armée, parce qu'à l'époque, un général a de la puissance quand l'armée l'aime assez pour le suivre. Les deux sont un peu dans cette lutte-là. Et Pompée, parce qu'il a mis fin à la piraterie en Méditerranée, entre autres, a des contacts diplomatiques
diplomatique avec Ptolémée XIII et l'Égypte. Fait qu'il va se réfugier en Égypte, puis il veut l'aide de Ptolémée XIII qui se dit « Ah non, là, ça veut dire que César s'en vient, tu sais, puis non, je veux pas de cette guerre-là. » Fait qu'il tue Ptolémée, il coupe la tête, puis peut pomper, désolé, puis il coupe la tête, puis il donne ça à César dans une boîte. César fait comme « Hey man! » Ça, c'était à moi de faire ça. Ouais. Fait qu'il déclenche, je rappelle, la bataille d'Alexandrie, puis il y a une partie de la bibliothèque. C'est ça, dans le jeu, on le vit, ça, ce bout-là. Ben, c'est ça. Puis là, c'est à cette époque-là qu'il y a une partie de la bibliothèque d'Alexandrie qui passe au feu. C'est un accident de parcours. D'abord, Jules César, c'est une guerre d'ego qui était comme... Lui est dans une guerre d'ego, puis Ptolémée et Cléopâtre sont plus dans une guerre politique de qui a vraiment ce qu'il faut pour régner sur l'Égypte, mais on n'est pas question qu'on règne ensemble. Puis pourquoi est-ce qu'ils voulaient pas... Ils s'entendent pas, une femme sur le trône, puis elle est menaçante parce qu'elle est plus brillante que son frère. C'est arrivé souvent dans l'histoire, ça, quand même. Est-ce qu'ils sont mariés ou non? Oui, mais symboliquement. C'est ça, faut faire attention à ça, tu sais. Je veux dire, les gens s'attendent pas nécessairement à ce qu'il y ait une progéniture. Ça pourrait, là, mais tu sais, le père fait un mariage symbolique. Après ça, elle va se remarier symboliquement pour le trône à son autre plus jeune frère pour assurer le pouvoir. Mais je veux dire, le monde a l'air de penser, tu sais, surtout les différences d'âge, là, tu sais, ils sont là, puis ils baissent, puis tu sais, quand même, arrêtez de flipper, là, OK? De flipper avec ça. Là. Encore là, c'est notre perception de maintenant, de le mariage, c'est supposé mener à ça, puis ça. C'est ça. Puis, tu sais, on voit automatiquement aussi la pédophilie là-dedans, parce qu'il peut y en avoir dans certains cas. Mais, tu sais, il faut faire attention. Ce sont des alliances qui sont surtout politiques. C'est pour garder une stabilité politique. Ce qui se passe dans la chambre à coucher, les Égyptiens s'en foutent quelque part. On parlait qu'ils bâtissent des pyramides. Puis Cléopâtre est allée s'amuser avec Jules César, elle est revenue avec un enfant de César. Là. Je veux dire, c'était pas vraiment grave. Puis elle a eu des enfants avec un général romain. Puis je veux dire, les Égyptiens étaient pas nécessairement outrés de ça. Où les unions sont plus se font par amour. L'Égypte ancienne, c'est une des rares civilisations dans l'Antiquité où on se mariait par amour, puis on pouvait aussi se séparer si ça marchait pas. Là, il y a une certaine liberté par rapport à ça. Fait qu'ils sont plus smooth, je dirais. Ouais, dans le jeu, il y a aussi des bordels. Est-ce que c'est quelque chose qui a été documenté que... Ben, il y avait ce qu'on appelle les bas-fonds d'Alexandrie, là, tu sais, Canope, qui est comme un peu la banlieue d'Alexandrie, dont une grande partie est tombée dans la Méditerranée, puis a été retrouvée par des archéologues sous-marins. On le sait que c'est un endroit où elle allait le déguiser, reine, pour avoir du fun avec Marc-Antoine. Elle appelait ça la vie inimitable, fait qu'il faisait des mauvais coups, il faisait plein de choses. Fait que oui, tu sais, c'est sûr qu'il y en avait... C'est carrément romantique, ça, comme c'est se déguiser, c'est comme... c'est Jasmine dans Aladdin qui se déguise pour aller dans la ville, avec Rabat. Donc, oui, les bordels, je veux dire, dans l'histoire, même pourquoi ça s'appelle un bordel, ça vient du Moyen-Âge. Hein? Au Moyen-Âge, c'est que là, on se disait, OK, on veut pas de maison de prostitution, mais en même temps, on sait que les voyageurs, puis il y a certains hommes, s'ils n'ont pas accès à ça, ben, tu sais, ils deviennent méchants ou ils font des viols et tout ça, on est mieux d'en avoir. Mais l'Église avait un problème avec ça. Fait qu'on acceptait les bordels au Moyen-Âge, on acceptait les maisons de prostitution à condition qu'elles soient en périphérie de la ville, à la bordure de la ville. C'est ce qui a donné le mot bordel. Ouais. Mon Dieu. On passe au bordel comme on passe au bordel comme qui est exactement l'inverse. Directement centre-ville dans son Berry-UQAM. Tu pourrais leur dire. Non, je vais m'absonner. Écoute, moi, je continuerai. Moi aussi. Comme toujours, mais il faut te laisser aller vivre ta propre vie. De chroniqueuse à aujourd'hui l'histoire, oui. Radio-Canada, qui est pas proche d'ici, je m'en suis rendu compte. Mais une fois de plus, merci de faire des détours de nous voir à chaque fois. Quand je suis à Montréal, ça fait plaisir. C'était notre découverte de 2018. Gabriel le connaissait déjà, mais pour nos auditeurs, ils adorent chacun des épisodes que tu viens, ils sont toujours super contents quand tu viens. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, on se verra en 2019, je crois. D'ailleurs, je pense que cet épisode-là est peut-être comme le dernier ou l'avant-dernier de 2018. On verra. Ah ouais, donc découverte de l'année et je clôture l'année. Absolument. Mais en attendant, les gens qui te suivraient pas déjà, ils peuvent te trouver où? Ah, je suis facile à trouver, hein. Oui, donc, absolument. j'ai un compte Twitter à mon nom où je fais une veille d'actualité en histoire, en archéologie, que Pierre-Luc semble suivre. Oui, j'aime pas le gros, fait que ouais. Mais je le fais aussi sur une page Facebook qui s'appelle Historiophile. Donc, il y aura une banque, c'est juste une veille média où je fais juste mettre les articles de la journée là, en ce qui concerne des nouvelles en histoire, en archéologie. C'était une banque personnelle à l'origine
parce que je travaille dans les médias avec ça, mais je la rends disponible. Mais je veux dire, non, je commencerai pas à traduire les articles en anglais. S'il y en a qui me demandent ça, je suis comme, non. C'est là, arrangez-vous après. C'est déjà beau que je fasse ça tous les jours, que je rende ça disponible. C'est déjà quand même du gros travail. Mais j'ai une page Facebook personnelle, Evelyne Ferron historienne, où là, ben, tu sais, des fois, je vais mettre un peu ce que je fais, mes chroniques radio et tout ça, mais tu sais, des fois, des éphémérides quand j'ai le temps. J'ai comme une tendance, quand il pleut, à trouver des bibliothèques super hot dans le monde, puis je mets des photos pour le plaisir. Tu sais, des fois, c'est ça. C'est plus mon petit univers à moi de ce côté-là. Puis, ben, on peut m'écouter à tous les dimanches matins avec Franco Nouveau sur Ici Première à l'émission Dessine-moi un dimanche. Puis t'as Instagram aussi. J'ai Instagram aussi, mais là, ça, faut aimer le thé. C'est le seul compte où je suis comme plus... Le thé et le ballet. Le thé, le ballet, c'est plus personnel, mais c'est plus tranquille aussi. Il faut bien que j'aie autre chose que l'histoire dans ma vie. Alors là, il y a un peu d'histoire, mais pas autant. Puis c'est sûr que je critique pour Lettres québécoises aussi, la nouvelle mouture maintenant. Je fais une critique d'essai historique par trimestre. Fait que quand il y a un livre d'histoire ou un essai qui sort qui est intéressant, ben c'est moi qui l'a. Puis là, ben... ma critique sort dans ce contexte-là. Voilà. Bon Dieu, j'ai comme figé Instagram, moi aussi. Puis ma page Facebook, là, j'arrive à bientôt 6000, puis j'aimerais savoir un chiffron pour 2019. Oui. Fait que pouvez-vous juste venir liker, s'il vous plaît? C'est qu'orgueil, là, ça n'est qu'orgueil. Je le sais, les Népalais seraient pas fiers de moi. Ça y est! Garde. Fait que Facebook, Gabriel Ils font Caron. pas de show, le Népalais, eux autres. Elle en a besoin. Instagram, Gabriel Caron, puis c'est pas mal ça. Là, d'autres projets ben fun qui s'en viennent pour 2019 et tout. Fait que suivez-moi sur Internet. Ben oui, puis like ta page, like la mienne aussi en passant. Et voilà. Pierre-Luc Racine, Twitter Pierre-Luc, Instagram aussi. J'écris pour Urbania aussi, donc vous pouvez voir mes chroniques à cette place-là. Vous pensez que votre tournée de likes s'arrêtait là? Eh bien non, vous pouvez aussi liker... Un trio, man! Vous pouvez aussi liker Yannick Belzile, le cartooniste robuste, où ce que je mets des dessins que je fais. Aussi, je fais des commandes pour des gens. C'est un bon cadeau pour l'être cher ou dans la nouvelle année, vu que Noël vient de passer. Justement, je suis en train de terminer mes commandes pour les cadeaux de Noël et c'est super le fun. Fait que vous pouvez m'en commander aussi. Sinon, je suis sur Twitter et sur Instagram où je partage ces dessins-là aussi et mes opinions de pop culture en général. Aussi, Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games. Tribute Games fait des très bons jeux comme Flint Hook ou Mercenary Kings que j'ai scénarisé. Alors, achetez-les, jouez-les, lisez toutes les descriptions de choses parce que c'est moi qui les ai écrits. Mis beaucoup de temps là-dedans. Lisez tout ça, absorbez-les. Et c'est pas mal ça. Alors, on les remercie. Et on remercie Evelyne une fois de plus. Oui. Hey, ça m'a fait plaisir! Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.